Notre histoire commence avec notre protagoniste qui a été réincarné sous la forme d'une épée. Pendant des centaines de longues années, cette épée est restée un témoin des âges. Elle est passée entre les mains de nombreux maîtres, contribuant à les transformer en héros immortalisés par l'histoire. Puis l'épée rencontra son ami proche. Cet ami était un garçon nommé Léonberg, né dans un obscur village rural, et ensemble, l'épée a mené de féroces batailles contre divers monstres. Ils ont parcouru le monde ensemble, combattant côte à côte. Ils ont accompli des exploits que personne ne pouvait égaler. Un jour, au milieu des montagnes enneigées et des tempêtes, ils se sont retrouvés dans une confrontation fatidique où ils ont affronté un grand dragon. Léonberg serrait fermement l'épée, des signes d'épuisement et de détermination sur son visage, prêt pour l'affrontement. L'énorme dragon noir apparut au milieu de la neige, les menaçant. Le dragon accumulait une énergie immense dans sa gueule, se préparant à attaquer. Puis le dragon lança une frappe mortelle vers eux. Une aura bleue émanant de l'épée entoura Léonberg alors qu'il se préparait pour le coup décisif. Avec un sourire de défi, Léonberg appela l'épée mon ami, l'invitant à lancer cette attaque finale avec lui. Ils se précipitèrent ensemble pour affronter le dragon dans leur combat final. L'épée asséna un coup puissant et direct au dragon. Finalement, Léonberg sauta dans les airs, portant son coup de grâce. Et lorsqu'ils vainquirent ensemble le dragon des montagnes du Givre blanc, la plus grande victoire fut remportée. Son ami Léonberg devint le souverain de toute une nation. Quant à l'épée, elle acquit une renommée légendaire en tant que tueuse de dragons et fut placée dans une position digne de son statut. Avant de mourir, Léonberg confia l'épée Grohorn à la garde de ses descendants, et c'est ainsi qu'elle fut transmise de génération en génération. Après un long sommeil, l'épée Grohorn se réveilla en se demandant quelle était la cause de ce bruit soudain. Puis elle sentit quelqu'un la secouer violemment, alors elle se mit en colère, se demandant quelle était l'identité de cette personne impolie qui osait la déranger. Elle découvrit un jeune homme aux traits colériques qui criait, déclarant qu'il était devenu le nouveau maître de l'épée, tandis que les gardes l'appelaient prince. Un des chevaliers tenta de l'arrêter, expliquant que cette épée est une relique sacrée que seule sa majesté le roi touche, le suppliant de la remettre à sa place, mais le prince l'attaqua en retour. L'épée regarda avec dédain ce garçon qu'elle décrivait comme un porc, tandis que le prince criait avec arrogance qu'il n'y avait rien dans ce pays qu'il ne puisse toucher. Dans un état d'incrédulité, l'épée décida d'utiliser son autorité spéciale, l'expertise, pour vérifier l'identité du garçon. L'expertise révéla que le garçon était Adrian Léonberg, en effet un descendant de son ami, mais c'était un garçon arrogant, gros, paresseux et sans aucun talent, ce qui causa une profonde déception à l'épée. L'épée était furieuse à l'idée que le descendant du sein de l'épée ait des capacités aussi maigres, tandis que le gros prince Adrian luttait pour porter l'épée, croyant qu'en la possédant, ni le roi ni les nobles ne pourraient plus l'ignorer. La détermination inondant ses traits, il décida que personne ne l'ignorerait plus jamais. En revanche, l'épée se moquait de lui intérieurement, le décrivant comme un garçon ridicule délirant avec des absurdités. Puis le prince leva l'épée bien haut, l'appelant la grande tueuse de dragons et lui demandant de lui accorder son pouvoir, ce à quoi l'épée répondit avec un mépris intérieur, se demandant pourquoi elle prêterait un jour son pouvoir à quelqu'un comme lui. Le prince se mit à agiter l'épée au hasard en criant son nom Grohorn, semant la panique parmi les personnes présentes qui le suppliaient de se calmer, lui rappelant qu'il est interdit de dégainer des épées à l'intérieur du palais. Mais le prince ignora leurs supplications et leur cria dessus avec colère, les menaçant de mort s'il osait lui donner des ordres. Il continua son saccage, croyant qu'une fois qu'il aurait obtenu le pouvoir de Grohorn, tout le monde autour de lui ne serait que de la racaille, et il essaya de brandir l'épée de toutes ses forces. Soudain, le prince cessa de bouger et la confusion apparut sur son visage. Il réalisa qu'au milieu de ces agitations aléatoires de la lourde épée, il s'était accidentellement poignardé. Les personnes présentes regardèrent la scène avec horreur et choc. Une des servantes ne put que halter devant l'horreur de ce qu'elle voyait. Le prince tomba au sol, saignant abondamment, et les gardes se précipitèrent vers lui en criant son nom, paniqués, et en convoquant immédiatement le médecin royal. L'épée se sentit perplexe. Elle réalisa que celui qui était poignardé était ce scélérat, mais étrangement, la vision de l'épée commença à s'estomper. Et pour la première fois de sa longue histoire, elle eut l'impression qu'elle était sur le point de s'évanouir. Le prince Adrian était quelqu'un qui n'avait hérité aucun des talents de sa famille royale, sauf l'arrogance, et il était le plus avide du royaume malgré son manque de capacité. Il était connu comme un porc stupide, paresseux et violent. C'était le premier prince, Adrian Léonberg. Son existence était comme un nuage sombre jetant son ombre sur l'avenir du royaume. Mais après l'incident où il a été poignardé par l'épée et a failli mourir, puis s'est réveillé, d'étranges rumeurs ont commencé à se répandre. Les servantes du palais remarquèrent un changement dans son comportement. Il ne renversait plus les tables comme il le faisait, ni n'invoquait sa bande de pervers. Elles commencèrent à spéculer qu'il avait peut-être enfin honte ou qu'il se cachait par peur, mais elles s'attendaient à ce qu'il reprenne ses anciennes habitudes avec le temps. Mais la personne en question, le prince Adrian, n'était pas intéressé par toutes ces rumeurs. La vérité horrifiante était que la conscience de l'épée avait pris possession du corps du prince après avoir causé la mort du descendant de son ami. Alors que l'épée était sous le choc, un des serviteurs annonça l'arrivée de sa majesté, le roi, exhortant le prince à se préparer à le recevoir. Le prince, maintenant avec la conscience de l'épée,
se demanda pourquoi ce vieil homme qui n'avait pas pris la peine de lui rendre visite sur son lit de mort venait maintenant. Une des servantes l'avertit de surveiller ses paroles car les chevaliers de la cour étaient à proximité. Un homme digne aux cheveux blancs entra, réprimandant le prince pour son humeur qui n'avait pas changé malgré avoir survécu à la mort. Puis il permit à la servante de partir, disant que sa majesté le roi n'attendait de toute façon rien du prince, ce qui fit que l'épée s'interrogea sur l'identité de cet homme. L'homme se tourna vers le prince et lui rappela le lien maître-élève qui les unissait, lui demandant s'il avait l'intention de faire semblant de ne pas le connaître. Alors l'épée réalisa que ce devait être le professeur de ce port. Le prince prétendit que sa mémoire était floue et qu'il ne se souvenait pas bien de lui, ce qui frappa le professeur d'étonnement. À ce moment, l'arrivée du roi fut annoncée, et l'épée en conclut que c'était le père du scélérat. En voyant le roi, l'épée fut impressionnée par son apparence. Elle avait pensé que le noble sang du lion s'était estompé avec le temps, mais voir le roi prouvait le contraire. Le roi regarda froidement son fils, notant qu'il ne l'avait même pas salué, et conclut que l'expérience de mort imminente n'avait rien changé en lui. Alors le professeur se hâta de dire au roi que la mémoire du prince n'était plus intacte, alors les personnes présentes feignirent le choc, se demandant pourquoi le médecin royal n'avait pas été informé de ce fait grave, et exigèrent qu'il soit convoqué immédiatement pour examiner le prince. Après avoir été convoqué, le médecin royal examina le prince allongé dans son lit, puis dit au roi qu'il n'avait trouvé aucun signe anormal dans son corps. Le médecin expliqua que la perte de mémoire dont souffrait le prince pourrait être un symptôme temporaire résultant d'un traumatisme psychologique. Le roi répéta ces mots froidement en regardant son fils, suscitant l'inquiétude de l'épée, qui se demanda si le roi avait découvert sa véritable identité. Le roi se moqua de l'idée de la perte de mémoire, la décrivant comme une excuse très pratique et confortable. Puis il confronta son fils avec une question cinglante, demandant si sa perte de mémoire signifiait que tous ses méfaits passés étaient effacés comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Le roi se mit à réprimander son fils, expliquant que faire des erreurs et en tirer des leçons fait partie du processus de maturation et de croissance. Mais il ajouta avec colère que son fils, en oubliant tout, avait gâché l'occasion d'apprendre de son passé. Puisque le passé était comme s'il n'avait jamais existé, cela signifiait que le prince n'avait pas fait un seul pas en avant. Le roi conclut son discours sévère en disant que tant que la situation resterait telle qu'elle, le prince ne pourrait pas non plus avancer à l'avenir. Tandis que le professeur essayait de calmer sa majesté, l'épée réalisa la profondeur de la haine que le roi nourrissait pour son fils. L'épée sentit qu'elle était tombée dans de vrais ennuis et réalisa que le traitement qu'elle recevrait ne serait pas celui d'un prince, mais pourrait même ne pas atteindre le niveau d'un être humain. Elle fut submergée par la colère, se demandant quels actes odieux ce garçon avait commis pour mériter une telle haine de son père, avant que ses pensées ne soient interrompues par une femme l'appelant Yann. La reine apparut et le serra fort dans ses bras, exprimant sa compréhension de sa confusion et le rassurant sur le fait que sa mémoire reviendrait bientôt. La reine minimisa l'importance du passé, mais elle resserra son étreinte d'une manière qui l'étouffa presque. Puis elle prit tendrement son visage plein, déplorant la maigreur de son beau visage, ce qui laissa l'épée perplexe et choquée. De quelle maigreur parlait-elle? Malgré cela, la reine sourit avec un bonheur sincère de le voir réveillé et de retour parmi eux. Elle l'avertit de ne plus toucher à cette chose dangereuse, faisant référence à l'épée qui a causé l'accident, et exprimant sa peur intense qu'il ne se soit peut-être jamais réveillé. Elle frissonna rien que d'y penser, tandis que l'épée se sentait désolée intérieurement, savouant que son fils était déjà mort. Son attention et ses soins étaient un lourd fardeau pour elle, et après lui avoir dit au revoir dans l'espoir de revenir, elle partit à la tombée de la nuit. L'épée soupira de soulagement après son départ. Puis elle s'assit pour réfléchir à son destin. Son vieil ami lui avait confié la garde de ses descendants, mais elle a fini par en tuer un. Et bien que ce ne soit pas intentionnel, c'est elle qui a mis fin à la vie du prince. Puisque les choses en étaient arrivées là, elle décida de vivre une bonne vie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le garçon décédé. Elle avait passé toute sa vie en tant qu'épée réincarnée, à réparer les erreurs des autres et à les aider. Alors peu importait que ce corps soit gros et sans talent. Tout ce qu'elle avait à faire était de rebâtir sa force. Après tout, elle possédait une longue expérience dans l'entraînement et la formation de nombreux héros. Elle décida que sa première étape serait d'affiner le cœur de mana. Elle s'assit en position de méditation et commença à concentrer l'énergie du mana, qui forma une aura bleue brillante autour de son corps. Mais soudain, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle réalisa avec choc que l'énergie du mana se dissipait et que ce corps ne pouvait pas l'absorber. Elle essaya à plusieurs reprises, déployant tous ses efforts et sa détermination, mais ses tentatives échouèrent alors que l'énergie explosait violemment autour d'elle. Il est tombé au sol de douleur, se demandant avec colère et désespoir ce qu'était ce corps impuissant. Hurlant de désespoir et de douleur, il s'interrogeait sur le défaut de ce corps incapable. Dans un moment de désespoir, il a souhaité avoir son corps d'origine. Normalement, il aurait géré une structure physique aussi faible en y forçant le mana. Il fut interrompu par une servante qui entra, apportant un tonique envoyé par la reine, expliquant que malgré son amertume possible, il était très bénéfique pour sa santé. Elle le supplia d'apprécier la sincérité de la reine, tandis que l'inquiétude se lisait sur son visage. La servante espérait qu'il ne jetterait pas le bol de colère comme à son habitude, mais contre toute attente, il fixa la boisson avec concentration et curiosité. Il réalisa que la boisson contenait de l'énergie de mana, alors il la but d'un trait sans hésitation.
La servante resta sous le choc, et après qu'il eut fini sa boisson, il posa doucement le bol et lui ordonna de partir. La servante obéit immédiatement et partit tandis qu'il se résolut à essayer de nouveau. En effet, il commença à rassembler l'énergie de mana qu'il avait obtenue de la boisson et, heureusement, sa tentative réussit cette fois-ci, et l'énergie commença à lui répondre. Mais la quantité qu'il avait rassemblée était très faible et se dissiperait et s'estomperait après seulement une journée. Il fit donc de nouveau appeler la servante et lui demanda si elle avait encore de cette boisson. Après avoir répété cela pendant quelques jours, il fut enfin capable de rassembler assez de mana. Avec une joie immense, il réalisa qu'il était enfin capable de créer un cœur de mana. C'était quelque chose qu'il avait fait d'innombrables fois par le passé, à tel point qu'il pouvait le faire les yeux fermés. Mais soudain, il fut frappé par une douleur intense et inattendue. Il se souvint alors des cris de douleur qu'il entendait de ses anciens élèves et comment leur corps brûlait et leur poitrine explosait presque pendant ce processus. Il réalisa la vérité oubliée. Créer un cœur de mana avait toujours été un processus douloureux, mais il ne l'avait jamais ressenti auparavant car il n'était qu'une épée. Il résista à la douleur de toutes ses forces, réalisant que s'il perdait conscience, le mana refluerait et le détruirait. Il se força à se concentrer malgré la douleur qui le déchirait presque. Il commença à contrôler la masse de mana enragée sans se précipiter. Puis lentement, il suivit le bon chemin vers le cœur et permit au nouveau cœur de se former et de s'imprégner. Avec cela, le processus fut achevé avec succès. Il s'assit sur ses genoux, épuisé mais victorieux. Il l'avait fait, et ce n'était pas un cœur de mana qu'il avait créé pour quelqu'un d'autre. C'était entièrement son propre cœur. Le bonheur l'envahit alors qu'il criait que l'affaire était conclue et qu'il possédait enfin son propre cœur de mana. Soudain, une fenêtre de statue apparut devant lui, semblable à celle des jeux, portant un message indiquant qu'un cœur de mana avait été créé. Il se demanda pourquoi cette fenêtre apparaissait maintenant, car elle était exactement comme les messages de statue qu'il envoyait à ses maîtres quand il était une épée. Puis une série de messages commença à apparaître, annonçant la restauration de la connexion à la source. Mais la connexion était faible et instable, rendant la plupart de ses pouvoirs inutilisables, à l'exception de quelques-uns et de manière limitée. D'autres messages apparurent, indiquant que les pouvoirs du troisième œil et de la troisième oreille étaient disponibles pour un usage limité, lui accordant une meilleure vision et une meilleure ouïe. Après avoir assimilé la chose, il regarda par la fenêtre pour tester ses nouveaux pouvoirs et réalisa qu'il pouvait en effet voir beaucoup plus clairement qu'auparavant. Puis il se concentra sur les sons et fut surpris de sa capacité à entendre les chuchotements de la servante à l'extérieur de sa chambre avec une clarté totale. Soudain, il sentit une vive douleur à la tête, et des messages système apparurent lui disant que tout le mana de son corps avait été épuisé et que l'utilisation de ses pouvoirs avait été interrompue de force. Il se tint la tête, se sentant étourdi, et comprit le sens de l'expression usage extrêmement limité. Il avait perdu les sens absolus qu'il possédait en tant qu'épée, cette capacité à tout percevoir autour de lui sans aucun angle mort. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'extraire une infime quantité de mana, à peine suffisante pour écouter ce qui se passait derrière sa porte ou pour améliorer légèrement sa vue. Mais il ne désespéra pas. Il se résolut à ce qu'une fois qu'il commencerait à augmenter sa capacité de mana, les choses changeraient pour le mieux. À ce moment, ses pensées furent interrompues par son estomac qui gargouillait. Il avait très faim. Il convoqua immédiatement les serviteurs, décidant pour l'instant de se concentrer sur l'adaptation à ce nouveau corps humain. Quelques jours plus tard, la reine lui rendit de nouveau visite, exprimant sa grande admiration après avoir appris qu'il avait pris toutes les doses du médicament qu'elle lui avait envoyé, concluant qu'il avait enfin appris à prendre soin de son corps. En sa présence, il y avait un autre homme. La reine demanda si son fils le reconnaissait, et il répondit par la négative. La reine assura à son frère que son fils avait bien perdu la mémoire, et pour cette raison, elle lui demanda de l'aider. L'épée réalisa que cet homme était le frère de la reine, Seax sans grave dire son oncle, qui à son tour commenta que malgré tout, il était après tout le fils de sa seule sœur. L'oncle se moqua des paroles de sa sœur, disant qu'elle parlait comme si son fils avait perdu un grand passé, alors qu'il s'agissait en fait d'un passé misérable, et il était clair pour l'épée que son oncle n'avait aucune affection pour lui. Puis l'oncle s'adressa directement au prince, expliquant que tout ce qu'il pouvait faire était de l'aider à se débarrasser de son surplus de chair, Seax sans grave dire de son obésité. Il lui dit sévèrement de ne rien attendre de plus de lui et d'abandonner toute attente insensée, ce à quoi la reine répondit avec une humilité soudaine qu'elle était reconnaissante même pour cette aide. Son oncle le regarda d'un air vif, l'avertissant de ne pas oublier ce sentiment de gratitude. Plus tard et sans avertissement, il lui asséna un puissant coup de pied qui le projeta au sol. L'oncle se tenait au-dessus de lui froidement, lui disant que tout ce qu'il mange, boit, et chaque souffle qu'il prendrait désormais serait avec sa permission et qu'il devait abandonner l'idée d'être traité comme un prince. Mais il ajouta avec un sourire moqueur que s'il faisait de son mieux, il pourrait changer Davis et lui enseigner une technique de le rare secret de l'épée familiale. L'épée fut outrée par cette insulte. Comment cet homme osait-il lui dire cela, à lui qui avait entraîné le chevalier invincible et le maître du roi fondateur de cette nation? L'oncle remarqua le corps du gros prince trembler, pensant qu'il était frustré, mais le prince l'appela oncle et suggéra qu'il fasse un pari. Avec un défi évident, le prince annonça qu'il le forcerait à le reconnaître dans les 6 mois, mu par un fort désir de briser ce regard arrogant dans les yeux de son oncle. Il ajouta que s'il échouait,
il ferait tout ce qu'il lui ordonnerait, mais que s'il réussissait, l'oncle devrait lui accorder un vœu, ce qui piqua l'intérêt de son oncle. L'oncle accepta le pari, pensant qu'il devait au moins s'amuser un peu. L'épée sentit le poids du défi qu'elle s'était imposé et maudit ce corps misérable qui l'alourdissait. Elle décida d'utiliser le mana qu'elle possédait, se concentrant d'abord sur la combustion de la graisse sur tout son corps. L'oncle remarqua l'aura de mana bleu entourant son neveu et se demanda, choqué, ce que ce garçon était en train de faire. Puis il lui cria dessus, incrédule, lui demandant s'il avait déjà créé un cœur de mana. Le prince répondit avec un sourire malin, confirmant qu'il avait réussi à en créer un il y a quelque temps et lui demanda s'il regrettait d'avoir fait le pari. Mais l'oncle, au lieu d'admiration, le gronda avec colère, lui demandant où il avait appris la méthode pour affiner un cœur de mana, soulignant qu'il ne réalisait même pas l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. L'oncle lui expliqua que la technique du cœur de mana est une technique primitive de bas niveau, apprise uniquement par les mercenaires de basse classe, laissant l'épée dans un état de choc total. L'épée hurla de stupeur, n'en croyant pas ses oreilles. Elle se sentit frustrée et impuissante, réalisant que l'époque avait complètement changé, et ce qu'elle considérait comme le summum de la puissance était maintenant une technique primitive. Elle se souvint de ce que son oncle avait dit, que le cœur de mana n'était rien de plus qu'une technique médiocre pratiquée uniquement par des mercenaires de troisième ordre. Quand le prince demanda, confus, le sens de ses paroles, l'oncle décida de lui montrer lui-même, lui demandant de regarder attentivement. L'oncle commença à démontrer sa puissance, et le prince stupéfait remarqua que le mana se formait en anneaux. L'oncle expliqua que la technique des chaînes de mana a la capacité d'écraser l'aura générée par un cœur de mana et qu'elle est plus facile et plus stable à utiliser. Il ajouta que même la famille du comte Eli, qui s'était accrochée à la technique du cœur de mana, était tombée et avait péri il y a un siècle, et pour cette raison, plus personne n'essaie de l'utiliser. Le prince tenait un livre sur la théorie de base des chaînes de mana et réalisa que les temps avaient en effet changé. Il apprit que les sorciers utilisent des cercles pour rassembler le mana tandis que les chevaliers tissent des chaînes, et que la force d'un chevalier est déterminée par le nombre de chaînes qu'il tisse, en partant d'une seule chaîne, puis double, triple, et quadruple, jusqu'au domaine de la 5e chaîne. En lisant, il réalisa que ce qui était dans le livre n'était pas que des bêtises et s'arrêta au nom des Altringents, qui lui semblaient familiers. Il se souvint soudain d'un temps lointain où il était encore une épée. Un homme à l'allure étrange nommé Ernst Altringent était venu à lui, le défiant pour voir qui était le plus digne du titre de saint de l'épée, et il utilisait des arts étranges qui n'étaient ni de la magie ni de l'escrime. L'épée sourit intérieurement. Elle se souvenait maintenant d'où elle avait entendu ce nom familier et se demanda ce qui était arrivé à cet homme. Le lendemain matin, pendant qu'il s'entraînait, son oncle lui demanda s'il avait lu le livre. Il lui dit qu'il aurait dû réaliser à quel point son choix était stupide, mais le prince, avec un sourire confiant, répondit qu'il n'avait pas l'impression d'avoir fait la moindre erreur. Son oncle le regarda avec agacement, se demandant s'il refusait d'admettre son erreur ou s'il ne comprenait toujours pas la situation. Le prince lui expliqua que les cœurs de mana ne sont pas tous égaux et lui demanda s'il avait déjà entendu l'expression différence de niveau. L'oncle soupira de désespoir, croyant que son neveu avait commencé à délirer. Puis il lui dit que de temps en temps, quelqu'un apparaît parmi les mercenaires qui se bercent d'illusions en se prenant pour un héros des siècles passés. Il lui expliqua que le destin de tous cela était l'échec et la ruine, car il ne pouvait même pas dépasser le niveau de 2 chaînes. Puis il le mit au défi, disant que s'il était différent d'eux, il devrait essayer de vaincre un chevalier à 2 chaînes. Il promit que s'il réussissait, il deviendrait son tuteur comme le voulait sa mère, ce qui fit se demander au prince avec moquerie si avoir son oncle comme tuteur était vraiment une bonne chose. L'oncle se sentit insulté par la remise en question de ses qualifications par le prince. Une aura puissante l'entoura alors qu'il déclarait être un comte du royaume et commandant de l'armée du Nord, maître des lances noires, et l'un des 5 lions d'argent au service de sa majesté le roi. Un chevalier qui avait tissé 4 anneaux, c'est sans grave dire un chevalier de 4e rang. Il révéla son nom complet, Bill Ballardar, l'homme qui pourrait un jour devenir un soutien pour lui. Après avoir montré ses qualifications, il demanda au prince avec défi si ses titres suffisaient à prouver sa valeur. À ce moment, les chevaliers intervinrent pour l'arrêter, et l'un d'eux lui ordonna de s'éloigner du prince. Un sourire confiant se dessina sur le visage du prince, et il avertit son oncle de ne pas revenir sur sa parole plus tard, ce à quoi l'autre répondit par un sourire tout aussi malin. Peu après que l'entraînement exténuant l'ait épuisé, il s'est effondré au sol, haletant d'épuisement, et son oncle a déclaré la fin de l'entraînement du jour. Le prince s'appuya contre une table, reprenant à peine son souffle, sentant qu'il était sur le point de mourir à cause de l'intensité de l'effort. Au milieu de son épuisement, le fantôme moqueur de son oncle apparut dans son imagination, le grondant pour l'absurdité de le défier avec une si faible détermination, lui assurant qu'il aurait de la chance de vaincre un chevalier à 1 chaîne, et encore moins à 2 chaînes. Il marchait dans les couloirs du palais, décrivant intérieurement son oncle comme un scélérat démoniaque, avant qu'une voix l'appelant ne l'arrête, annonçant qu'elle l'attendait. Cette personne était le médecin royal qui exprima sa gratitude au prince de se souvenir de lui malgré sa modeste position. Lorsque le prince s'enquit de la raison de sa présence, le médecin expliqua que la reine lui avait ordonné de lui prodiguer de la magie curative. Dès que le médecin commença à préparer l'énergie curative verte, le prince cria, rejetant fermement la chose.
Puis il poussa violemment le médecin hors de sa chambre, affirmant qu'il n'avait pas besoin d'un tel traitement. Le prince se tenait là, en colère, considérant que ce traitement rendrait vaines toutes ses souffrances et son dur entraînement de la journée, tandis que son chevalier personnel le regardait en silence. La scène fut interrompue par la voix d'un jeune homme appelant son frère et annonçant son arrivée. C'était le troisième prince qui se tenait là avec un sourire confiant pendant que le prince Adrian mangeait. Adrian s'interrogea sur l'identité du visiteur, alors son chevalier lui chuchota que c'était le troisième prince, Gillian. Gillian s'adressa à son frère d'un ton moqueur, notant qu'il avait entendu parler de l'incite dont il avait été victime mais qu'il semblait en meilleure forme que prévu, exprimant sa déception à ce sujet. Adrian répondit froidement, s'interrogeant sur son but et s'il était seulement venu causer des ennuis par manque d'occupation. Les yeux de Gillian brillèrent de colère en pensant à l'ironie de la situation, puis il lui dit qu'il avait entendu une rumeur intéressante. Il mentionna le pari qu'il avait fait avec le comte Balérard et son défi de combattre en duel un chevalier à deux chaînes. Puis il se pencha vers lui proposant d'être son adversaire dans ce duel. Après son départ, le prince s'interrogea avec confusion sur l'identité de ce jeune homme, dénonçant l'état des descendants de son vieil ami, Léon Berg. Son chevalier expliqua que le prince Gillian, le troisième prince, était connu pour son talent à l'épée depuis l'enfance, ce que Adrian accueillit avec moquerie et dédain. Le chevalier ajouta que Gillian était capable de tisser 2 monochaînes à l'âge de 14 ans, ce qui faisait de lui un véritable génie. Leur conversation fut interrompue par une servante qui semblait troublée. La servante chancelait sous le poids d'une énorme pile de lettres, annonçant qu'elles étaient toutes arrivées pour le prince. Le prince fut surpris, se demandant la raison de cet intérêt soudain de la part de gens qui ne lui avaient jamais prêté la moindre attention auparavant. En parcourant les lettres, il découvrit qu'il s'agissait toutes de demandes de duel. Beaucoup y voyaient une occasion légale de se venger de lui et de l'humilier. Un sourire rusé apparut sur le visage du prince, réalisant qu'une opportunité précieuse s'était présentée. Puis il convoqua la servante et lui ordonna calmement de noter les noms de tous ceux qui lui avaient envoyé une lettre, avec l'intention d'exploiter cette situation à son avantage. Dans la cour d'entraînement, son oncle jeta une épée en bois au sol et lui ordonna de la ramasser. Il expliqua qu'il devait lui enseigner quelques bases de l'escrime pour que leur pari soit valide, car il ne voulait pas entendre de fausses excuses sur sa défaite plus tard en raison de son ignorance des bases. Le prince se pencha pour ramasser l'épée, grommelant intérieurement sur la personnalité de son oncle qui aurait pu simplement lui tendre l'épée, et sentit soudain une douleur aiguë le transpercer. Il hurla de douleur à cause de ses muscles épuisés, mais son oncle l'arrêta soudainement comme s'il avait réalisé quelque chose. Son oncle lui toucha l'épaule, demandant avec étonnement s'il n'avait pas reçu de magie curative. Le prince répondit qu'en tant que chevalier, il devrait être conscient des conséquences de cela. Il lui expliqua que l'utilisation de la magie curative ne fait que ramener les muscles épuisés à leur état d'origine, sans leur permettre de croître et de se développer, ce que son oncle approuva en silence. Mais il écarta ce sujet, expliquant qu'il avait une affaire plus importante et lui demanda de regarder attentivement car il ne répéterait pas sa démonstration. Puis une puissante aura de mana entoura le comte alors qu'il se préparait à démontrer la technique d'épée d'entraînement spéciale du royaume, qui constitue la pierre angulaire pour tous ses chevaliers. Il commença à exécuter une série de mouvements rapides et précis, démontrant un style de combat d'une extrême brillance. Le prince regarda la démonstration incroyable avec stupeur, alors que les puissants mouvements d'épée laissaient des marques sur le sol autour de lui. Après avoir terminé sa démonstration, le prince demanda, incrédule, si cette technique complexe n'était que les bases que les chevaliers apprennent. Son oncle répondit que l'épée d'entraînement manquait de tranchant mais était la meilleure pour apprendre les bases, ajoutant d'un ton moqueur qu'étant donné le talent inexistant du prince, c'était plus que ce qu'il méritait. Ces paroles provoquèrent un grand rire chez le prince qui se prit le visage entre les mains, pensant en lui-même à quel point les temps avaient changé. Il se souvint clairement du souvenir de son ami héros utilisant le même style légendaire d'escrime, le tueur de dragons, pour achever un dragon enragé. Avec un regard plein d'émerveillement et de détermination, il dénonça comment cette grande technique était devenue un simple et humble entraînement pour débutants. Quand son oncle lui dit que ses bases seules ne suffiraient pas à gagner le pari et lui suggéra de supplier sa mère de lui nommer un autre professeur, le prince refusa catégoriquement. Il annonça avec confiance qu'il n'apprendrait aucun autre style d'escrime car ce style seul était parfaitement suffisant. Son oncle le regarda avec agacement mais le laissa faire à sa guise, alors le prince serra fermement l'épée. En brandissant l'épée, il réfléchit à la raison qui avait conduit à la détérioration de la technique du tueur de dragons à un niveau si bas. Il reconnut à contre-cœur que cette détérioration semblait être un phénomène naturel. La raison est que cette technique manque de la véritable volonté de tuer les dragons qui en était le fondement. Pour ceux qui ont abandonné le cœur de mana et oublié comment insuffler la volonté dans l'épée, il est impossible de réaliser la véritable valeur du style du tueur de dragons. Le prince tenta d'exécuter un mouvement d'épée mais échoua lamentablement. Son oncle le gronda immédiatement, expliquant que la puissance ne devait pas être concentrée uniquement dans les bras, mais aussi dans le ventre. Puis il ajouta ses jambes à la liste des sources de puissance, faisant tomber le prince au sol d'épuisement, tandis que son oncle soulignait qu'exécuter un mouvement d'épée correct nécessitait d'utiliser la puissance de tout le corps. Le prince réalisa la vérité de ces paroles, et même si son corps actuel était faible et maladroit, incapable même d'imiter la fausse version du style du tueur de dragons,
il décida de prouver à tous que ce style n'était pas juste une vieille camelote à jeter. Ainsi, un jour passa, puis deux, puis une semaine entière, que le prince passa dans un entraînement dur et continu sans se lasser. Après un mois entier d'entraînement continu et de méditation profonde, les résultats de ses efforts devinrent clairs lorsqu'une fenêtre système annonça son succès dans la modification de sa structure physique. Son état passa d'une obésité morbide à une obésité normale, son métabolisme corporel fut considérablement activé, et il s'habitua davantage à utiliser ses capacités physiques. Plus important encore, le trait de maladresse qui l'entravait disparut, entraînant une augmentation significative de l'efficacité de ses exercices. Grâce à l'accumulation continue de mana, sa structure changea de nouveau. Le trait de trouble de la monosensibilité disparut et fut remplacé par une monosensibilité normale. Il maniait maintenant son épée avec beaucoup plus de fluidité et de naturel qu'il y a un mois. Chaque jour qui passait, sa force augmentait par rapport à la veille, et ses yeux brillaient de concentration et de détermination. Au milieu de son élan, il commença à exécuter des mouvements avec une maîtrise qui augmentait à chaque instant, au point de ne pas remarquer une voix lui criant de s'arrêter. Soudain, quelqu'un l'interrompit en lui criant dessus avec colère, dénonçant son incapacité à entendre l'ordre de s'arrêter. Dans la cour d'entraînement inondée par la pluie, le prince se retrouva debout, son épée en bois cassée, devant son oncle dans la nuit. Son entraînement avait été si violent qu'il s'était blessé aux mains, faisant couler du sang sur le sol mouillé. Le prince regarda son oncle avec stupeur et étonnement. En arrière-plan, le poteau d'entraînement en bois qui avait reçu un coup de foudre émettait encore de la fumée et des étincelles. Témoin de la puissance extraordinaire libérée par la foudre, son oncle l'attrapa violemment et le traita d'idiot, le grondant pour s'être entraîné par un jour si pluvieux, l'avertissant que s'il avait porté une vraie épée, la foudre l'aurait frappé, et son destin aurait été la destruction. À ce moment, le prince regarda sa main blessée tandis que des messages système apparaissaient devant lui, lui disant qu'il s'était réveillé de l'état d'ultra-concentration et que son corps se souvenait encore de ses sensations fortes, annonçant l'acquisition d'un nouveau trait, la concentration surnaturelle. Le prince rit faiblement, pensant que s'il entrait à nouveau dans cet état, il pourrait vraiment mourir foudroyé. Son chevalier se précipita vers lui pour prendre de ses nouvelles pendant que son oncle le soutenait. Le comte regarda son neveu fatigué avec une expression complexe, le décrivant comme un garçon têtu. Le prince se réveilla plus tard dans son lit, se demandant s'il avait perdu connaissance. Il s'assit en se tenant la tête, réalisant qu'il avait sous-estimé les limites de ce corps faible. Il se souvint de son passé en tant qu'épée où il avait accompli tous les exploits possibles et servi d'innombrables héros, d'un guerrier inconnu à un maître d'épée et d'un roi mercenaire au fondateur du royaume lui-même. Il avait mené des guerres à la victoire et guidé les héros sur leur chemin. Il était toujours Groshorn, le sage conseiller et le professeur extraordinaire, mais il n'a jamais été rien de plus qu'un tiers, un simple observateur. C'est pour cette raison même qu'il s'est plongé dans un entraînement intensif jusqu'à atteindre cet état, savourant la sensation de l'effort et de la sueur dont les fruits étaient entièrement les siens cette fois-ci. Mais il réalisait maintenant qu'à ce rythme, son corps faible s'effondrerait bientôt, et il décida de trouver un équilibre entre son esprit et son âme fort et son corps humain. Plus d'un mois après avoir formé le cœur de mana, il sentit qu'il avait rassemblé assez d'énergie pour passer à l'étape suivante. En effet, la fenêtre système annonça son succès dans l'accumulation de mana jusqu'à un certain niveau après un effort continu. Son corps devint capable de supporter un peu plus de mana. Avec l'expansion de son cœur de mana, l'endurance de son corps augmenta de plus en plus. Finalement, sa structure physique changea de nouveau grâce à l'expansion du cœur de mana, et un regard féroce débordant de détermination apparut sur son visage. Après avoir terminé le processus de renforcement de son corps, le prince annonça victorieusement l'achèvement de la chose, puis tourna son regard vers une épée placée à proximité, avec l'intention de tester ses nouvelles capacités. Dès qu'il empoigna l'épée, une fenêtre système apparut devant lui, apportant la bonne nouvelle d'avoir atteint le niveau d'apprenti épéiste. Quand il la brandit, une faible aura bleue entoura la lame de l'épée, annonçant un autre message sur sa nouvelle capacité à utiliser le niveau de base de l'aura. Il regarda son reflet sur la lame brillante de l'aura bleue et réalisa qu'avec ce nouveau pouvoir, il était au moins capable de maîtriser les bases nécessaires. Plus tard, dans la cour d'entraînement, son oncle lui dit que des rumeurs se propageaient dans tout le royaume comme une traînée de poudre, ce qui suscita la surprise du prince. Le comte expliqua avec agacement que ces rumeurs concernaient le misérable pari qu'il avait fait et que l'affaire était devenue une grande source de nuisance pour lui personnellement. Le comte suggéra qu'il serait peut-être préférable de se dépêcher de trouver un partenaire d'entraînement. Le prince répondit avec un sourire confiant qu'il avait déjà identifié son adversaire, se souvenant de son jeune frère, le prince Gillian. Puis il expliqua à son oncle qu'il lui était difficile d'affronter immédiatement un chevalier à 2 chaînes, et qu'il prévoyait donc de se battre d'abord en duel avec des chevaliers à une seule chaîne, ce que le comte accepta, lui laissant la liberté de choisir. Le prince convoqua son chevalier personnel, Car, et l'interrogea sur la mission qu'il lui avait confiée. Car l'assura qu'il avait organisé une liste des noms de tous ceux qui avaient envoyé des demandes de duel. Mais Car se demanda avec inquiétude si le prince avait vraiment l'intention de s'engager dans des matchs d'entraînement avec ces gens. La réponse du prince vint sous la forme d'une question désapprobatrice.
Le chevalier expliqua que la plupart de ces personnes nourrissaient une rancune contre le prince et que le mal qu'il pourrait tenter de lui infliger sous le couvert d'un duel était imprévisible. Le prince répondit avec un sourire calme qu'il en était bien conscient. Et c'est précisément pour cette raison qu'il aura besoin de la présence de son oncle pour arbitrer ces matchs. Puis il ajouta, en portant son épée avec confiance, qu'il ne demandait pas grand-chose, seulement de s'assurer que personne ne meurt pendant les matchs, se demandant si son oncle pouvait au moins faire cela. Quelques jours plus tard, l'heure du premier duel arriva. Un jeune homme se dirigea vers le palais du premier prince, pensant avec mépris à l'endroit où résidait cette ordure. Ce jeune homme était Taylor Tellem, le deuxième fils d'une famille de barons. Il se souvenait, avec amertume et une insulte inoubliable, de ce que son père et son frère aîné avaient subi des mains du prince quelques années auparavant lors d'un banquet royal, où le prince s'était moqué d'eux en les traitant de paysans, jetant la honte sur l'honneur de leur famille et faisant de la risée des autres nobles jusqu'à ce jour. Taylor portait dans son cœur un désir irrépressible de vengeance contre Adrian Leonberg. À son arrivée, Taylor salua formellement le prince, déterminé à lui faire payer le prix de son acte de ce jour-là. Puis il se présenta à nouveau comme un chevalier stagiaire à une chaîne, suivant le style d'escrime spécial de sa famille. Le prince reçut sa salutation avec indifférence, se demandant la raison de toute cette formalité dans un combat d'entraînement informel, puis commenta avec moquerie que Taylor semblait bien trop faible pour être un chevalier. Ces paroles déclenchèrent la colère de Taylor qui confirma la vérité des rumeurs sur l'insolence et l'arrogance du prince. Mais avant que sa colère n'explose, une voix ferme l'arrêta. C'était le comte Ballarar qui dit à Taylor qu'il comprenait ses sentiments, mais qu'il devait se retenir car le duel n'avait pas encore commencé. Soudain, Taylor réalisa qu'il se tenait devant le légendaire comte Ballarar, alors il s'inclina devant lui avec un profond respect, exprimant que le rencontrer était l'honneur d'une vie, ce à quoi le comte répondit simplement. Le prince commenta sarcastiquement qu'on pourrait croire que son oncle était le prince ici, alors le comte répondit qu'il aurait dû améliorer son comportement par le passé. Alors le prince lui demanda d'arrêter de ressasser le passé à chaque occasion. Le comte ignora leur discussion et ordonna aux deux combattants de prendre leur position, annonçant le début officiel du combat. Les deux adversaires se firent face. Puis Taylor activa son aura bleue et se précipita vers le prince, l'avertissant d'être prudent avant de sauter dans les airs pour porter son coup, tandis que le prince restait stable à sa place, se préparant à bloquer l'attaque qui semblait violente. Le prince, avec un sourire confiant, remarqua l'abondance de mouvements inutiles dans l'attaque de son adversaire, puis parvint à parer le coup puissant avec une facilité surprenante. Taylor fut frappé de stupeur, se demandant sous le choc si ce pouvoir émanait vraiment d'un cœur de mana, tandis que la force de la parade le repoussait en arrière. En reculant, il ne pouvait pas comprendre comment un cœur de mana pouvait repousser une chaîne de mana, chose qui était censée être impossible, mais le prince lui dit que c'était peut-être parce que sa chaîne n'était qu'un simple anneau. Le prince commenta avec un sourire moqueur qu'il n'avait ressenti qu'une légère piqûre, augmentant le choc et l'étonnement de Taylor. Les chevaliers observateurs, y compris Carr, remarquèrent un son étrange venant de l'épée, mais le comte Ballarar réalisa immédiatement ce qui se passait, fixant avec une extrême gravité en reconnaissant le phénomène rare connu sous le nom de cri de l'épée. Taylor ne pouvait pas croire ce qui se passait et cria que c'était impossible, puis se précipita à nouveau vers le prince dans une attaque désespérée. Les deux épées s'entrechoquèrent dans une série de coups violents, et le prince commença à sentir la pression de l'assaut continu. Taylor poussa un cri de colère en lançant un barrage d'attaques rapides, forçant le prince à reculer pour se défendre. Le choc violent provoqua une explosion de lumière qui les projeta loin l'un de l'autre, laissant Taylor debout, à bout de souffle et épuisé. Le prince réalisa à ce moment la vérité de ce qui était dit sur l'énergie de mana dans un anneau, la chaîne étant le complet opposé de l'énergie de mana dans un cœur. Il se serra la poitrine, sentant que l'énergie de mana était sur le point de refluer à tout moment à cause de ce conflit. Cependant, malgré ce danger, il dirigea son regard vers son adversaire, se souvenant de son identité en tant que deuxième fils du baron Tellem. Puis il s'adressa à lui avec un sourire confiant, lui conseillant de calmer un peu son âme. Après cela, il concentra pleinement ses sens, s'imaginant plongé dans les profondeurs d'un océan sombre et calme. Dans ce monde intérieur, il tendit la main et lança un appel pour éveiller son pouvoir latent, que ce soit le pouvoir d'une épée démoniaque ou d'une épée sacrée. Il invoqua une partie de son âme, qui se manifesta sous la forme d'un grand dragon, l'appelant par ses noms innombrables. Lorsque sa main toucha ce pouvoir, des messages systèmes apparurent, déclarant que le cœur de mana avait accepté une volonté immense et qu'une couleur unique avait submergé son cœur auparavant incolore. L'œil du dragon latent dans sa conscience s'ouvrit avec un autre message annonçant l'éveil de la volonté endormie du tueur de dragons. Une puissante aura rouge entoura le prince. L'incarnation de la mémoire la plus active de l'épée et l'essence du cœur affinée spécifiquement pour tuer les dragons. Avec l'activation officielle du cœur de tueur de dragons, les yeux du prince brillèrent d'un cramoisi profond. L'aura de dragon rouge l'enveloppa complètement, révélant le véritable pouvoir de l'épée du tueur de dragons. Un autre message annonça que l'énergie émise par le cœur de tueur de dragons avait fusionné avec l'épée conçue dans un seul but, éliminer les dragons, tandis que Taylor observait la scène avec terreur. Taylor se demanda, paniqué, quelle était la nature de ce pouvoir terrifiant, et à ce moment, le comte Ballarar cria à plein poumon, leur ordonnant à tous deux de s'arrêter immédiatement. Mais le prince, avec ses yeux brillants et son aura sinistre,
se préparait à porter son coup. Le comte répéta son cri paniqué, essayant d'arrêter ce qui était sur le point de se produire. Néanmoins, le prince continua son mouvement offensif. Le comte réalisa dans son cœur à quel point cette épée était dangereuse. Le comte se souvint de sa conversation avec le prince avant le début du duel, où le prince avait eu une seule requête. Si à un moment quelconque il semblait qu'il était sur le point de tuer son adversaire, alors son oncle devait l'arrêter. Revenant au présent, le comte libéra sa puissante aura bleue et intervint au dernier moment. La puissance du comte entra en collision avec le coup dévastateur du prince, entraînant la défaite de ce dernier et le projetant en arrière sous la force de l'impact. Une fois l'énergie du choc dissipée, le comte se tenait ferme tandis que le prince était effondré au sol au milieu des décombres du mur qui l'avait heurté. Les chevaliers de la garde royale se précipitèrent pour intervenir, et l'un d'eux cria en dénonçant l'action du comte Ballarar et en lui demandant ce qu'il faisait, l'avertissant qu'attaquer un membre de la famille royale est un crime puni par la loi. Mais le prince les arrêta d'une voix tendue, admettant que c'était lui qui lui avait demandé de le faire, ce qui suscita l'étonnement de son chevalier personnel. Cependant, il ajouta en essuyant le sang de sa bouche qu'il ne lui avait pas demandé de le jeter au sol avec une telle force avant de s'effondrer par terre, inconscient. Plus tard, le prince se retrouva à examiner son cœur d'énergie, réalisant avec choc que son cœur de mana avait presque été brisé par la force du coup. Il reconnut que la force de son oncle était d'un tout autre niveau que celle d'un simple chevalier à une chaîne, et bien qu'il ait encaissé le coup directement, il se sentit soulagé qu'il n'y ait pas d'effet secondaire permanent. Il sourit pour lui-même, considérant que les choses s'étaient bien passées à la fin et qu'il avait gagné le duel avant que la voix de son oncle ne l'interrompe, demandant la raison de ce sourire. Le prince fut surpris de sa visite, mais le comte commença par une question ferme sur ce qu'il pensait, puis le réprimanda avec colère pour avoir utilisé cette épée corrompue et sinistre, affirmant qu'il ne lui avait jamais enseigné une telle technique. Le prince répondit calmement qu'il était resté fidèle à l'essence de la lame. Cette réponse provoqua la moquerie intérieure du comte, qui considérait que quiconque parlait de l'essence de la lame n'avait jamais vu un vrai combat. Malgré cela, le comte réalisa que cette essence dont parlait le prince était l'intention de tuer. Et bien que ce fût un style brutal et dérangeant, il le reconnut comme l'une des nombreuses vérités dans le monde du combat. Le prince fut surpris par cette réponse inattendue. Il pensait que son oncle commencerait à prêcher sur la maîtrise de l'épée, mais le comte sourit légèrement. Il lui expliqua qu'il n'est pas un chevalier, mais un soldat qui suit un chemin qui n'est pas forcément juste, mais un chemin qui mène à la victoire. Cependant, il avertit le prince que son épée est excessivement puissante, et que si la soif de sang devient trop grande, elle aveugle aussi bien l'ami que l'ennemi. Le prince répondit habilement que c'était la raison de toute cette agitation, pour corriger ce défaut. Le comte accepta le défi, déclarant qu'il observerait pour voir si le prince serait dévoré par son démon intérieur ou non. Après 3 jours de duel d'entraînement, le prince s'adressa de nouveau à son adversaire Taylor Tellem. Il loua ses efforts au cours des derniers jours. Taylor avait dû endurer une lame chargée d'une intention meurtrière débridée pendant 3 jours consécutifs, ce qui fut une véritable souffrance. Puis le prince se moqua gentiment de lui, notant que cela devait être frustrant de ne pas avoir pu réaliser son désir de le vaincre ne serait-ce qu'une fois, ce que Taylor nia avec confusion. Puis le prince demanda à une servante d'apporter une boîte ornée. Il la présenta à Taylor, expliquant qu'il avait entendu dire qu'il avait commis une erreur impardonnable dans le passé. Et bien qu'il ne sût pas si cela compenserait, il lui demanda d'apporter la boîte au baron Tellem en guise d'excuse, expliquant qu'elle ne contenait qu'un ours en peluche et une lettre. Puis il le congédia, lui souhaitant un bon voyage pendant que Taylor se tenait là, tenant la boîte en silence. Le prince pensa qu'il n'était pas obligé de réparer les dégâts du prince fou, mais il croyait en la nécessité de payer un juste prix à quiconque fait un travail, ce qu'il faisait avec Taylor, qui cria de loin pour le remercier. Les duels d'entraînement du prince devinrent le sujet de conversation du royaume, car tout le monde s'attendait à ce que son arrogance creuse sa propre tombe et qu'il paie le prix de ses actions passées. Beaucoup se demandaient combien d'humiliations il subirait, mais les jours passèrent sans que le scandale attendu par tous n'apparaisse, ce qui suscita la perplexité des gens qui commencèrent à s'interroger sur le résultat des duels. Au lieu de cela, les anciens adversaires du prince commencèrent à le défendre, expliquant que l'affaire n'était qu'un malentendu et que le prince n'est pas aussi mauvais que les rumeurs le prétendent. Au contraire, ils avaient pu comprendre ses véritables intentions lors de leurs combats honorables avec lui. Ces développements suscitèrent la perplexité et l'étonnement des nobles qui croyaient que le palais royal était intervenu pour faire taire les adversaires du prince par la force. Mais cette nouvelle parvint au prince qui frappa du poing sur une table avec colère, rejetant l'idée que ses adversaires soient réduits au silence d'une manière aussi humiliante. Il sortit en criant à la figure de tous que ses adversaires ne gardaient le silence que par extrême embarras d'avoir été vaincus par lui. Puis il critiqua les nobles, les décrivant comme impuissants et inutiles, tandis que son oncle apparaissait derrière lui en commentant avec moquerie qu'il est le dernier à avoir le droit d'en parler. Mais la vérité était tout autre. Le prince forçait ses adversaires vaincus à répandre par la force des rumeurs sur sa victoire. Il pensa d'abord que ce plan réussirait à calmer la situation, mais il fut surpris par une nouvelle rumeur inattendue. Une servante lui dit que les gens faisaient circuler des rumeurs selon lesquelles il avait menacé ses adversaires pour falsifier les résultats des duels. Après avoir réalisé la futilité de ses tentatives pour contrôler les rumeurs, il décida d'ignorer toute l'affaire et de se concentrer uniquement sur son entraînement, entouré d'une aura de détermination.
Il se plongea dans un entraînement éreintant, pratiquant les mouvements d'épée avec force et maîtrise. Il continua à perfectionner ses compétences sans relâche. Une fois les séances d'entraînement terminées, il demanda à son chevalier car le nombre d'adversaires restant, et celui-ci lui répondit que l'adversaire du jour était le dernier. Le prince soupira, réalisant que les stagiaires n'osaient plus le défier, mais son chevalier le rassura en lui disant que l'adversaire final était une véritable chevaleresse. Il expliqua qu'elle n'avait pas seulement appris les arts martiaux de sa famille, mais qu'elle avait rejoint une brigade de chevaliers pour perfectionner davantage ses compétences. Cette chevaleresse était Erin Kurgan, une stagiaire de la brigade des chevaliers du Lion de Fer, et les gardes de la porte confirmèrent son identité grâce à l'emblème du Lion de Fer gravé sur son armure. Erin était connue sous plusieurs surnoms tels que la fleur sur la falaise et la rose avec des épines, et on disait qu'elle brisait le cœur de tous les hommes. Les gardes admiraient sa beauté à couper le souffle, se demandant pourquoi une femme comme elle était venue seule en ce lieu. Ils supposèrent que le premier prince devait jouir d'une grande influence pour attirer son attention. Tandis qu'elle avançait avec assurance, les gardes chuchotaient entre eux à quel point ce serait excitant si elle pouvait vaincre le prince devant tout le monde. La brigade des chevaliers du Lion de Fer à laquelle elle appartenait était l'une des brigades de chevaliers les plus fortes et les plus célèbres du royaume. Elle-même était une candidate prometteuse dont l'adhésion officielle avait déjà été confirmée. Le prince se demandait pourquoi une chevalière d'un tel talent cherchait à le défier en duel. Son chevalier l'informa d'un léger malentendu survenu dans le passé entre lui et elle, ce qui fit supposer au prince que son ancien lui avait cherché la querelle. Il convoqua donc l'une des servantes et lui demanda ce qu'il avait fait par le passé. Elle répondit avec hésitation qu'il avait insulté Aron, ce qui fit que le prince se prit la tête, en colère contre la stupidité de son ancienne version. Il se souvint d'un fragment du passé où le prince précédent s'était approché d'Aron avec un sourire narquois, lui proposant de devenir sa servante personnelle. Mais elle refusa calmement son offre, lui rappelant que l'escouade de chevaliers n'était pas sa propriété privée, ce qui déclencha sa colère intense. Dans un accès de rage, il l'avait traité de chose laide. Après s'être remémoré ce souvenir insultant, le prince conclut que ce qui s'était passé n'était rien d'autre qu'une tentative tordue d'approche de la part d'une fripouille corrompue, mais il se sentait perplexe. Il lui était impossible d'avoir regardé Aron et de l'avoir décrite comme laide, ce qui signifiait qu'il y avait une autre facette de l'histoire qu'il ne connaissait pas encore. Aron salua formellement le prince, commentant qu'il n'avait pas changé du tout. Le prince se demanda intérieurement si elle le pensait vraiment, car il avait changé radicalement, au point que son essence même était complètement différente. Alors qu'elle le regardait d'un œil perçant, le prince réalisa que toute cette situation était le résultat inévitable de ses actions passées. À ce moment, l'arrivée du comte Balérard fut annoncée, qui sembla reconnaître Erin dès qu'il la vit. La chevalière, à son tour, s'avança et se présenta officiellement au comte comme étant une apprentie chevalière de l'escouade du Lion de Fer. Le comte ignora complètement le prince et s'adressa directement à Erin, l'avertissant d'être prudente car l'épée du prince était extrêmement venimeuse, ce qui agaça le prince qui dénonça ce parti pris flagrant de l'arbitre. Mais le comte ne tint pas compte de son objection et ordonna aux deux combattants de prendre leur position en préparation du duel. Avec son annonce du début du duel, les deux adversaires prirent leur posture de combat. Le prince sourit avec confiance, ayant l'intention de tester les compétences de ce talent prometteur, mais Erin lança une attaque fulgurante, entourée d'une puissante aura bleue. Le prince observa ses mouvements d'un œil expert, reconnaissant son génie, puis parvint à parer son attaque facilement. Alors que l'affrontement se poursuivait, le prince sentit son énergie de mana tenter de refluer à cause du conflit avec l'énergie de son adversaire. Tandis qu'elle continuait son attaque implacable, les deux épées s'entrechoquèrent dans un déluge de coups rapides et précis. Le prince réalisa qu'elle était entraînée dans son rythme de combat malgré son attaque féroce et décida que ce style ne fonctionnerait plus. Soudain, le système annonça devant lui l'activation du cœur du tueur de dragons, et une violente aura rouge l'enveloppa. Le choc se lisait sur le visage d'Erin alors qu'elle sentait cette immense puissance, et leurs épées s'entrechoquèrent à nouveau dans une explosion d'énergie rouge. La force du coup fit reculer Aron qui tenta de retrouver son équilibre avec difficulté. Elle s'interrogea avec stupeur sur la nature de cette épée, tandis que le prince pensait que les adversaires à une seule chaîne n'étaient pas tous du même niveau et qu'elle était complètement différente de la racaille qu'il avait affrontée auparavant. Mais soudain, son œil brilla, et un message système apparut, lui indiquant qu'il pouvait désormais utiliser l'autorité de jugement de manière limitée. Cette autorité révéla une fenêtre d'information détaillée sur Erin Kurgan, incluant ses capacités, ses talents et ses multiples traits de personnalité. Le prince cracha par terre, réalisant l'importance de sa capacité à voir ces informations avec son autorité limitée. Cela signifiait que son adversaire était soit plus faible que lui, soit d'une force égale. Se basant sur cette conclusion, le prince annonça que le vrai duel commençait maintenant et se précipita vers elle de toutes ses forces. Le combat acharné entre eux se poursuivit jusqu'au soir, et l'épuisement était visible sur leurs visages alors qu'ils reprenaient leur souffle avec difficulté. Le comte intervint à ce moment-là, annonçant la fin du duel pour aujourd'hui qui reprendrait demain. Le prince exprima son mécontentement, affirmant qu'il était sur le point de régler l'affaire, ce à quoi Aron répondit froidement qu'elle s'apprêtait à faire de même. Les deux échangèrent des regards de défi, exprimant leur désir de continuer le combat, mais le comte leur cria dessus, leur ordonnant d'arrêter.
Il leur dit qu'il était déjà tard et leur ordonna à tous les deux d'aller recevoir des soins immédiatement. Le médecin royal se hâta de prodiguer les premiers soins au prince et de traiter ses contusions en utilisant la guérison magique. Un autre guérisseur alla soigner Erin qui se tenait silencieuse tandis que le prince l'observait de loin. Alors qu'elle quittait l'arène au coucher du soleil, Erin se jura intérieurement qu'elle ne se laisserait jamais vaincre. Le duel intense entre le prince et Aron se poursuivit jusqu'au 3e jour sans aucun signe de résolution à l'horizon, ce qui suscita l'étonnement des chevaliers observateurs. Ils connaissaient le talent exceptionnel d'Aron, mais ils furent surpris par la capacité du premier prince à rivaliser avec elle avec non moins de brio, exprimant leur espoir que ce jour verrait la fin du duel. Avant de reprendre le combat, le prince arrêta son adversaire avec un sourire, annonçant qu'il avait quelque chose à dire d'abord. Aron pensa qu'il avait l'intention de s'excuser à ce moment inopportun, alors elle annonça fermement qu'elle n'accepterait aucune excuse. Le prince expliqua qu'il comprenait son désir de regagner sa fierté blessée par ses propres moyens, mais son but était différent. Puisque leur combat avait atteint un tel degré de férocité, il suggéra qu'il y ait un prix pour le vainqueur. Il proposa un pari qui choqua les spectateurs, le perdant exaucerait un vœu du gagnant, affirmant qu'il était prêt à s'agenouiller et à s'excuser s'il était le perdant. Cette offre agaça les chevaliers qui la considérèrent comme des propos indignes d'un membre de la famille royale et exigèrent qu'il retire ses paroles, mais le prince leur ordonna de rester à l'écart. Puis il posa sa question directement à Erin pour connaître son avis. Bien qu'elle ait d'abord souligné sa loyauté en tant que chevalière au service de la famille royale et qu'elle n'osait pas faire preuve d'une telle audace, elle se ravisa et accepta le pari avec un sourire confiant, déclarant que si son Altesse le permettait, elle se croyait qualifiée pour obtenir le prix du pari. Le prince loua sa façon de penser et l'avertit de ne pas se rétracter. Sa parole plus tard, pour se ruer de nouveau dans un violent affrontement. Les deux reprirent le combat avec un enthousiasme accru. Mais cette fois, le prince déchaîna une puissance immense jamais vue auparavant, ses yeux brillants d'un éclat rouge et une aura menaçante l'entourant alors qu'il lançait une violente attaque vers elle. Aron fut stupéfaite par sa vitesse soudaine, réalisant qu'il n'était pas aussi fort la veille. Elle se demanda, choquée, s'il avait caché sa force pendant tout ce temps, tandis que le spectre d'un dragon rouge géant se manifestait derrière lui. Le prince lança une série d'attaques écrasantes que Aron ne put parer, et ses défenses s'effondrèrent complètement. Malgré ses tentatives désespérées, le prince continua son assaut dévastateur, faisant voler en éclats le sol autour d'eux sous la force de ses coups. Puis il se précipita vers elle pour lui porter le coup de grâce. Aron resta sur place pour bloquer son attaque. Et lorsque la poussière se dissipa, Erin était à genoux sur le sol, complètement vaincue. Un silence de mort régnait parmi les spectateurs tandis que le comte regardait la scène sérieusement, et Erin n'arrivait pas à réaliser sa défaite. Le prince se tenait au-dessus d'elle, annonçant calmement qu'il avait gagné le pari. Puis il révéla son prix avec un sourire confiant, déclarant qu'il la voulait, ce qui laissa Aron dans un état de choc absolu. Dans un autre contexte, le chevalier Car réfléchissait à son nouveau poste de chevalier d'escorte du tristement célèbre premier prince et constata que la tâche, contrairement à ce qu'il craignait, n'était pas difficile du tout. Il se remémora sa première rencontre avec le prince, où ce dernier l'avait accueilli froidement. Bien que le prince semblât arrogant, il n'agissait pas avec brutalité ou violence comme le prétendaient les rumeurs. Au contraire, Car découvrit que la réalité du prince était à l'opposé de ces rumeurs. Il le regarda s'entraîner avec une cruauté inégalée, même au milieu d'un orage. Alors que la pluie tombait à verse, Car se tenait avec les autres chevaliers à regarder le prince, et l'un d'eux se demanda s'il devait l'arrêter par crainte de l'épuisement. Le chevalier Car cria avec inquiétude, tentant d'avertir le prince du danger de la situation, mais le prince continua son entraînement avec une détermination brûlante, ne se souciant même pas de la foudre qui tombait près de lui. À ce moment, en observant cette détermination qui défiait la nature, Car fut envahi par le sentiment profond que son Altesse était destinée à devenir une grande figure. C'était son impression à l'époque, mais il se remémora la scène qui suivit le duel, lorsque le prince annonça clairement qu'il voulait Aron. Ces paroles directes provoquèrent le choc des chevaliers présents qui les considérèrent comme une déclaration totalement inappropriée, et le doute commença à s'insinuer dans l'esprit de Car qui se demanda s'il avait vraiment mal jugé son Altesse. Erin l'interrompit avec un regard furieux, demandant si c'était vraiment son véritable désir. Le prince expliqua que, bien sûr, il ne la voulait pas dans son état actuel, car à ses yeux, elle n'était qu'une apprentie chevalière ordinaire qui n'avait même pas pu vaincre un prince paria. Puis il révéla son véritable but, déclarant que ce qu'il désirait vraiment, c'était le potentiel et l'avenir de la chevalière nommée Aron Kurgan. Il poursuivit son discours en expliquant qu'il avait besoin d'un chevalier qui le suive de sa propre volonté, et non d'un chevalier qui reste à ses côtés par ordre royal, ce qui surprit Car. Il souligna qu'il voulait un chevalier qui n'appartienne qu'à lui, son propre chevalier. Il continua en disant qu'il voyait en elle le véritable talent dans le maniement de l'épée. Puis il lui adressa directement sa demande, l'invitant à devenir sa chevalière. Erin se souvint de son passé et de la façon dont elle avait réalisé son rêve de devenir chevalière, mais avait fait face à une amère réalité. Malgré son apparence séduisante qui attirait l'attention de tous, personne ne la traitait comme une véritable chevalière. Cela la poussa à s'entraîner avec une cruauté surpassant celle de n'importe qui d'autre. En effet, elle parvint à vaincre tous les autres apprentis en duel singulier. Malgré ces résultats impressionnants,
ses collègues continuaient de la voir comme un simple joli visage ou une dame à protéger, lui donnant le sentiment de n'avoir jamais pu devenir une chevalière au vrai sens du terme. Mais après cela vint l'offre du prince, qui exprima son désir pour son potentiel et son avenir en tant que chevalière. Elle se demanda intérieurement s'il était vraiment sincère, puis lui demanda de lui promettre une chose. Sa condition était qu'il la traite comme une chevalière, et non comme une femme, et que s'il le faisait, elle suivrait sa volonté. Le prince la regarda sérieusement et accepta sa requête, annonçant qu'il acceptait la promesse. À ce moment-là, Aron posa un genou à terre, déclarant son serment de loyauté au prince Adrian Léonberg. Elle ajouta qu'elle offrait son épée et le reste de sa vie à son service, tandis que Car et le comte Balérard observaient la scène en silence. Ainsi, au coucher du soleil, le serment de loyauté fut scellé entre la prometteuse chevalière et le prince paria. Ce serment suscita la perplexité et la colère des autres nobles qui ne comprenaient pas comment une chevalière de talent pouvait jurer fidélité à ce prince vaurien, et ils résolurent d'annuler ce serment d'une manière ou d'une autre. Des rumeurs commencèrent à se répandre, certains spéculant sur l'existence d'une relation secrète entre eux et sur le fait que le prince avait dissimulé son désir de la prendre comme maîtresse sous le couvert d'un serment de chevalier. Le prince entendit ces propos et devint fou de rage, se criant à lui-même comment il était devenu un méchant et une ordure aux yeux de tous. Au milieu de sa colère, il fut interrompu par Car qui se tenait devant lui en silence. Il l'appela doucement, expliquant qu'il avait une question sur ce qu'il avait dit ce jour-là. Lorsque le prince demanda de quel jour il parlait, Car lui rappela son discours sur son désir d'un chevalier qui ne le servirait pas par ordre royal, ce que le prince comprit enfin. Le prince répondit froidement à la question de Car, insistant sur le fait que ce qu'il disait était la vérité. Car si un ordre royal avait été donné à Car d'aller ailleurs, il serait parti sans hésitation. Puis il ajouta avec un sourire malicieux que si nécessaire, Car pourrait lui prêter serment de loyauté plus tard. Car lui demanda s'il accepterait son serment si cela se produisait vraiment. La réponse fut un refus catégorique de la part du prince, qui expliqua que Car n'était pas amusant à l'entraînement, ce qui déconcerta le chevalier. Le prince se dit qu'il ne plaisantait pas, puis reçut un message royal officiel annonçant la levée de sa période de confinement et l'autorisant à assister au prochain banquet royal, ce qui le fit se demander s'il avait commis une erreur. Le prince était perplexe car son confinement avait été levé 1 mois et demi avant terme, après qu'il le renfermait dans son palais comme s'il ne voulait plus jamais le revoir. Alors qu'il se promenait avec Car, le prince fit remarquer qu'il ne comprenait vraiment pas ce que cet homme, le roi, avait en tête. Car lui demanda alors s'il était heureux de la fin de sa période de confinement. Le prince répondit avec indifférence, expliquant que même s'il quittait le palais, il n'avait nulle part où aller ni personne à rencontrer. La servante qui portait des papiers remarqua une invitation adressée à son Altesse, et s'excusa auprès de lui de l'avoir vue. Le prince reçut l'invitation et s'interrogea sur son contenu, pour découvrir qu'il s'agissait d'une invitation à un club social pour jeunes nobles. La servante lui expliqua que ce rassemblement était l'un de ceux auxquels son Altesse appartenait par le passé, et quand il lui demanda si c'était un endroit étrange, elle hésita à répondre. Elle laissa entendre que les plaisirs raffinés des jeunes nobles ne peuvent être compris par les femmes, faisant allusion aux activités inconvenantes du prince précédent. Le prince comprit qu'il ne s'agissait que d'un rassemblement pour boire et courir les femmes, il décida donc de refuser l'invitation sous prétexte d'être occupé par son entraînement. Mais il s'arrêta brusquement en remarquant le nom de l'expéditeur sur l'invitation, Bernardo de la famille Elie. Le prince se souvint immédiatement de ce nom. Son oncle lui avait dit que la famille Elie était cette famille qui s'était obstinément accrochée à la technique du cœur de mana et qui était tombée il y a environ un siècle. Le prince changea Davis sur le champ, décida d'assister à la réunion et ordonna à la servante de commencer les préparatifs. Il regarda à nouveau l'invitation, exprimant l'espoir que cette famille ne soit pas dans un état trop misérable. 4 mois après sa réincarnation dans le corps du premier prince, qu'il passa à s'entraîner durement et à perdre du poids, le prince convoqua un tailleur pour lui dessiner de nouveaux vêtements. Le tailleur veilla à suivre précisément les instructions du prince, lui confectionnant une tenue noire avec peu de décoration. Malgré la simplicité du design, il préservait la dignité et le prestige du prince. Le tailleur remarqua avec étonnement que le prince avait beaucoup maigri et que ses mensurations avaient diminué de plus de la moitié. Le prince lui demanda de s'occuper également de la conception des vêtements pour le banquet royal, mais lui ordonna d'attendre un peu avant de commencer. Il lui dit avec un sourire confiant que ses mensurations auraient encore changé d'ici là. Quelques jours après la levée de sa période de deuil, le prince partit dans son luxueux carrosse en direction de ce club social. Le prince soupira en songeant à quel point il était épuisant d'être un prince. Chaque détail, des vêtements au carrosse et aux gardes, était frustrant et d'une contrainte insupportable. Au milieu de ses récriminations, une servante assise en face de lui attira son attention, et il remarqua une vieille cicatrice sur son cou. La servante admit qu'elle était en faute et que ce qui s'était passé était quelque chose pour lequel son Altesse avait raison de la réprimander. Le prince réalisa que ce corps qu'il habitait continuait de créer des légendes urbaines déformées sur son passé, alors qu'il se remémorait l'image du prince précédent agissant avec arrogance et puérilité. Soudain, il réalisa que bien qu'il voie cette servante depuis plusieurs mois, il ne connaissait toujours pas son nom. Le prince demanda son nom à la servante qui l'accompagnait dans le carrosse, et elle lui répondit avec hésitation que son nom était Adlia Byron. Le nom de Byron suscita l'étonnement du prince.
Il se souvint que cette famille était à peine mentionnée dans les registres de la noblesse, et il ne s'attendait pas à entendre à nouveau ce nom dans une telle situation. Il se remémora le passé lointain où il n'y avait ni royaume ni même de ville, et où les faibles humains étaient des proies faciles pour les autres races du continent, constamment tuées et pillées. Mais des sauveurs apparurent et mirent fin à la tragédie de l'histoire humaine. Après une guerre longue et acharnée, ils parvinrent à faire des humains la race dominante du continent, et les gens les surnommèrent les 5 héros. Parmi ces 5 héros se trouvait un grand guerrier nommé Grohorn. Cette guerrière se tenait fièrement, portant son épée, s'interrogeant sur son avenir après la fin de cette longue guerre. Alors qu'elle faisait face à des hordes de géants, elle pensait à ce qu'elle et son compagnon feraient une fois que la guerre aurait déposé son fardeau. Puis elle se précipita avec audace et courage pour affronter l'un des géants massifs dans une bataille décisive. Elle parvint à trancher la tête d'Ida, le roi des géants, mettant ainsi fin à leur longue histoire de pillage et d'agression. Cette héroïne était connue sous le titre d'épée de sang fer, la marquise, et son vrai nom était Agnès Byron, se tenant victorieuse au-dessus du corps du roi vaincu. Agnès regarda les restes de l'armée des géants avec un mépris extrême. Elle leur cria au visage avec colère, les décrivant comme des vauriens ne pensant qu'au vol et au pillage. Elle continua d'exprimer son indignation face à leurs actions et à leur nature sauvage. Ce souvenir s'estompa de l'esprit du prince, qui se sentit dégoûté par cette haine brute qui touchait ses oreilles, comme si le simple fait d'y penser polluait son ouïe. Puis il regarda à nouveau la servante Alia, se demandant avec perplexité comment une descendante de la grande héroïne Agnès Byron avait pu finir dans cet état misérable. À ce moment, ses pensées furent interrompues par la voix de son chevalier annonçant leur arrivée à destination alors que le prince était encore plongé dans ses réflexions. Le prince commenta le timing approprié, puis descendit du carrosse et dit à Alia. Il voulait lui parler plus tard, ce qui la laissa dans un état d'anxiété et d'étonnement. À son arrivée, un jeune homme aux cheveux blancs l'accueillit avec un enthousiasme extrême, l'appelant par son titre, « Votre Altesse le Prince ». Le jeune homme se présenta comme Bernardo de la famille Elie, exprimant son respect pour le prince Adrian Léonberg et s'enquérant de son bien-être. Bernardo exprima son immense bonheur de voir le prince sain et sauf, tandis que le prince se disait que ce descendant de la famille Elie ne semblait être qu'un jeune homme imprudent et dépravé. Bernardo remarqua que le prince semblait frêle, se demandant l'ampleur des souffrances qu'il avait endurées, mais le prince l'accueillit avec un sourire malicieux qui déconcerta Bernardo un instant. Bernardo demanda avec inquiétude si le prince se sentait toujours malade, mais le prince le nia, affirmant qu'il était heureux d'être venu. Puis le prince posa sa main sur l'épaule de Bernardo, lui disant avec un sourire confiant que grâce à lui, cette journée serait très amusante, ce qui laissa Bernardo perplexe. À l'intérieur du club social, la scène était bruyante, les jeunes nobles se plongeant dans les divertissements avec des femmes et échangeant des paroles à voix haute. Bernardo observait la situation et sentait que quelque chose était étrange. Normalement, le prince était censé être complètement ivre à cette heure et commencer à harceler les femmes partout. Au contraire, le prince était assis tranquillement, un verre à la main, observant l'atmosphère autour de lui, ce qui fit sentir à Bernardo que l'aura du prince avait complètement changé par rapport au passé. Un des nobles s'approcha du prince et mentionna qu'il avait entendu la rumeur très répandue, selon laquelle son Altesse avait réussi à cueillir la fleur du lion de fer. Puis ce noble se plaignit avec regret d'avoir un temps de retard, car il aspirait depuis un moment à s'approprier cette beauté et aurait souhaité obtenir son serment de loyauté en premier. Il continua son discours vulgaire, exprimant à quel point elle est belle même en armure et qu'il ne pouvait s'empêcher d'imaginer la magnificence de son corps nu. Le prince l'interrompit d'un mot ferme, « Vous là ?» Puis il lui demanda froidement s'il avait un jeune frère ou une jeune sœur à la maison, ce qui plongea le noble dans la confusion, et il répondit par l'affirmative sans comprendre le sens de la question. Le prince rappela au noble l'existence de son jeune frère, ce qui suscita la perplexité de ce dernier. Puis le prince commenta froidement que c'était une chance. Sans crier gare, le prince frappa au visage le noble stupéfait qui ne comprenait pas ce qui se passait. Le noble s'effondra au sol, le visage en sang, tandis que des cris de terreur s'élevaient parmi les femmes présentes qui assistaient à la scène horrible. Au milieu de la stupeur et du choc qui s'emparèrent des participants, y compris Bernardo, le prince se pencha vers le noble blessé et lui dit avec un calme glacial que c'était une chance que la lignée de sa famille ne soit pas coupée. Puis il lui asséna un autre coup de pied violent alors qu'il était à terre, ce qui accrut le chaos et la terreur des personnes présentes. Le prince se tint au-dessus de lui avec un regard glacial, déclarant avec une froideur tranchante qu'à partir de maintenant, son jeune frère serait l'héritier de la famille. Le prince ne s'arrêta pas là, mais asséna un autre coup de poing puissant au noble qui continuait d'insulter sa chevalière. La scène se transforma bientôt en un chaos total alors qu'un état de panique s'emparait des participants, mais le prince attrapa le noble par le col. Le prince ordonna au noble, qui criait en demandant la raison de cette attaque, de bien l'écouter. D'un ton glacial, le prince expliqua qu'il pouvait tolérer l'idée d'être considéré comme un vaurien, mais qu'il ne tolérerait jamais d'être traité comme tel. Ces paroles mystérieuses suscitèrent la perplexité et l'étonnement des autres nobles qui ne comprenaient absolument pas ce qu'il voulait dire. Comme le noble ne semblait pas encore avoir compris la leçon, le prince décida qu'il avait besoin d'un autre coup et lui asséna un violent coup de poing qui le projeta au sol alors qu'il hurlait de douleur. Le prince se tient finalement au milieu du chaos qu'il a provoqué. Après que le premier noble se fut évanoui, le prince appela Bernardo Elie qui s'empressa de s'agenouiller devant lui avec soumission, attendant ses ordres.
Le prince afficha un sourire déformé, le visage taché de sang, et rappela à Bernardo ce qu'il lui avait dit plus tôt, que cette journée serait très amusante. Tandis que Bernardo tremblait de peur en se demandant la raison de cette folie soudaine, le prince lui ordonna d'aller convoquer les chevaliers de la cour. Bernardo obéit immédiatement à l'ordre et partit rapidement pour exécuter ce qui lui avait été demandé. Il laissa le prince seul dans une salle remplie de chaos et de nobles paniqués. Le prince essuya le sang de son visage, puis ordonna aux femmes dans la salle de partir, alors certains nobles le regardèrent avec anticipation et prudence. Quand l'un d'eux tenta de se retirer avec les femmes, le prince l'arrêta d'un regard perçant, lui rappelant qu'il n'avait ordonné qu'aux femmes de partir. Puis il lui dit avec un sourire moqueur qu'il pouvait partir s'il le voulait, mais l'avertit que s'il le faisait, il quitterait cet endroit en tant que femme. Le noble poussa un cri de terreur en se souvenant de ce qui était arrivé à l'autre noble. Puis le prince s'adressa au reste des nobles terrifiés, leur reprochant de ne pas montrer le moindre degré de respect ni même de s'agenouiller devant lui, un prince du royaume. Il continua avec colère, disant qu'il ne s'était pas contenté de se moquer de lui en face, mais avait aussi osé insulter sa chevalière. À ce moment, les chevaliers de la cour arrivèrent, alors le prince se tint devant eux et demanda quelles accusations pouvaient être portées dans un tel cas. Un des chevaliers expliqua que, puisqu'il avait rabaissé un membre de la famille royale, cela constituait une insulte directe à toute la famille, ce qui accrut la terreur des nobles. Le chevalier continua en disant que leur audace à saper l'autorité de la couronne était considérée comme de la haute trahison. Les chevaliers se tinrent prêts, et l'un d'eux demanda au prince quelle personne il souhaitait voir maîtriser. Alors le prince sourit avec confiance. Il regarda tous les nobles présents et répondit avec un calme tranchant, tous. Plus tard, le roi convoqua son fils dans la salle du trône et commenta froidement qu'il avait provoqué une grande agitation immédiatement après la fin de sa période de suspension. Alors le roi le gronda avec colère, expliquant que 14 jeunes hommes de famille noble avaient été emmenés et que son fils avait porté contre toutes les accusations possibles, de l'insulte à la famille royale à la haute trahison. Le roi demanda à son fils s'il réalisait l'ampleur de son acte et reconnut que, vu la convocation de l'autorité royale, ces nobles devaient être sévèrement punis. Mais il l'avertit que la réaction de 14 familles nobles ne pouvait être ignorée. Le prince sourit d'un air moqueur et demanda à son père s'il s'inquiétait de la réaction, puis lui expliqua que ces jeunes hommes sont des parias même au sein de leur famille. Il ajouta qu'ils ne sont que des échecs sans espoir et que leur séjour n'apporterait que de la honte à leur famille, puis suggéra à son père d'envoyer des lettres. Quand le roi l'interrogea sur l'identité des destinataires, le prince répondit qu'il connaissait déjà la réponse et qu'il y a ceux qui peuvent gérer ses problèmes internes mieux que quiconque, et ce sont les frères et sœurs de ces vauriens qu'il a emprisonnés. Après avoir terminé sa discussion, le roi ordonna à tout le monde de partir, alors le prince sortit en pensant à sa victoire, se demandant avec moquerie si son père avait été complètement réduit au silence. Plus tard, il rassurait Adlia avec un large sourire, affirmant qu'il n'y avait pas besoin d'être tendu et qu'il n'avait l'intention de faire de mal à personne. Adlia s'effondra en larmes, se demandant avec peur ce qu'elle avait fait pour mériter cela, tandis que le prince réalisait dans son cœur que son ancien moi avait dû la tourmenter grandement. Le prince réfléchit à sa condition. Sa famille était à peine mentionnée dans les registres de la noblesse, à tel point que la dynastie régnante ne connaissait même pas le nom de Byron au départ. Leur histoire glorieuse avait été effacée, et leurs arts martiaux incomparables avaient été anéantis. Leur grande force et leur fierté immense avaient disparu sans laisser de traces, mais sous ses yeux, une fenêtre d'information apparut, révélant les données d'Adlia Byron, qui possède un talent de première classe en escrime, un mana élevé et une grande sensibilité, en plus de traits contradictoires tels que bouchère, amoureuse de la guerre, faible des prix, protectrice et de nature soumise. Le prince fut profondément choqué, s'interrogeant sur la signification de ces traits étranges et contradictoires. Le trait bouchère signifie qu'elle perd la tête à la vue du sang, tandis que amoureuse de la guerre fait d'elle une femme obsédée par le combat. Mais en même temps, elle était faible des prix, c'est à accent grave dire au cœur tendre, protectrice fait d'elle une spécialiste pour prendre soin des autres, et sa nature soumise lui donne une personnalité de suiveuse et passive. Le prince se prit la tête, confus et inquiet. Elle possède un talent inégalé, mais il lui manque tout trait qui pourrait contrôler sa folie, et il se demanda s'il était vraiment juste de déchaîner cette folie sur le monde. Malgré sa confusion, il décida qu'il devait au moins essayer car, au final, elle est un talent de première classe qui ne peut être ignoré. Il réalisa qu'il y avait une coïncidence qui servait son plan. Il a trouvé un trait qu'il pouvait exploiter, qui est la nature soumise, qui fait que son possesseur trouve un bonheur immense à servir un maître à qui il dédie toute sa loyauté. En conséquence, il se tourna vers Adlia Byron et lui ordonna de lui prêter serment d'allégeance. Le choc apparut sur le visage d'Adlia, qui répondit qu'elle ne comprenait pas bien ce qu'il voulait dire. Le prince lui expliqua que sa demande signifiait qu'elle deviendrait son chevalier et insista pour qu'elle prête serment immédiatement. Adlia s'effondra à genoux, le suppliant que cette affaire dépassait sa capacité à la supporter. Le prince lui rappela que c'était elle qui avait décrit sa famille comme sans valeur, puis proposa de prendre lui-même la responsabilité de sa famille. En retour, elle devait lui jurer fidélité et le servir comme son maître, tout en pensant en lui-même que si elle ne pouvait pas contrôler sa folie, il se chargerait de la maîtriser. Adlia demanda avec hésitation s'il tiendrait vraiment sa promesse et prendrait la responsabilité de sa famille, et sa réponse fut affirmative, sans hésitation.
Puis il lui fit une offre supplémentaire, il convoquerait sa famille dans la capitale pour qu'elle puisse les voir quand elle le souhaiterait. Alors son visage s'illumina d'espoir, et elle accepta avec enthousiasme. À ce moment-là, Adlia s'agenouilla et prononça son serment d'allégeance en tant que fille aînée de la famille Byron au prince Adrian Leonberg. Achevant son serment de le servir et de se dévouer à lui comme son maître pour le reste de sa vie, le prince posa sa main sur sa tête en signe d'acceptation. Il lui ordonna enfin qu'à partir de maintenant, elle devait obéir à ses ordres sans poser de questions, et elle lui confirma son obéissance. Le bonheur apparut sur le visage des Adlia, tandis que le prince se demandait dans son cœur s'il avait pris la bonne décision. Mais bientôt, des rumeurs commencèrent à se répandre selon lesquelles le premier prince était revenu à ses anciennes habitudes et qu'il forçait des chevaliers à lui jurer fidélité par des moyens méprisables. Les rumeurs ajoutaient qu'il ne convoquait les fils de nobles de haut rang que pour les battre et les jeter au cachot. La dernière rumeur était qu'il avait nommé une servante qui n'avait jamais touché une épée de sa vie comme son chevalier personnel, amenant tout le monde à conclure qu'il essayait de se constituer un harem privé sous couvert de chevalier personnel. Ces dires parvinrent aux oreilles du prince qui se demanda avec colère et indignation depuis quand tout le monde s'intéressait autant à ses affaires. Il souligna à son chevalier car qu'il n'avait nommé qu'une seule femme chevalier personnel, et pourtant tout le monde n'arrêtait pas d'en parler depuis le petit matin. Le prince imagina la réaction de son père, le roi, qui devait être au bord de la migraine en essayant de réparer les désastres qu'il avait causés pendant que son fils s'amusait avec des femmes, et son oncle, le comte, qui le décrivait comme un idiot pathétique, se demandant s'il avait complètement abandonné leur pari, et son jeune frère qui commentait avec moquerie que nommer une servante chevalier est quelque chose qui lui convient parfaitement. Le prince fut submergé par un sentiment d'épuisement, se demandant avec perplexité la raison pour laquelle les rumeurs se propageaient à cette vitesse folle. Mais dès qu'une des servantes l'interrompit pour annoncer l'arrivée de la reine, il explosa de colère, exprimant son profond ressentiment envers cette visite non désirée. La reine entra et l'affronta avec déception, exprimant sa conviction qu'il avait tourné une nouvelle page, mais il semble qu'il ait l'intention de retourner à ses honteuses vieilles habitudes, avant d'ajouter pour elle-même que cette situation pourrait être une bonne chose. Lorsque le prince ne comprit pas ce qu'elle voulait dire, la reine expliqua avec enthousiasme que son mariage mettrait fin à son comportement imprudent, annonçant avec détermination que cette fois, elle se chargerait de lui trouver une épouse convenable et lui demanda de lui faire confiance. Le prince ne trouva rien à dire face à l'insistance de sa mère et sentit qu'il ne comprenait plus rien à ce qui se passait autour de lui. Plus tard, Adlia était assise devant lui, et elle lui demanda si le fait d'avoir prêté le serment d'allégeance signifiait qu'elle posséderait maintenant ce qu'on appelle le mana. Le prince le lui confirma, expliquant qu'elle en posséderait un type très spécial. Tout en rassemblant de l'énergie de mana bleu entre ses mains, il expliqua que le monde avait complètement oublié la reine de l'épée, mais il souligna qu'il n'avait rien oublié, ni les traces qu'elle avait laissées, ni la façon dont l'épée dansait entre ses doigts, ni même le son de son cœur qui battait avec héroïsme et courage. Puis il transféra cette énergie à Adlia, et des messages systèmes apparurent, annonçant la découverte de mana en elle, le succès du processus d'implantation de mana, et sa stabilisation dans son corps. Avec un éclair dans ses yeux, un autre message annonça la création réussie d'un cœur de mana, tandis que Adlia fixait l'aura dorée qui l'entourait, émerveillée, se demandant si c'était vraiment du mana. Le prince lui dit que ce qu'elle venait de vivre était la méthode pour affiner le cœur de mana et lui ordonna de la pratiquer dès qu'elle en aurait l'occasion. Mais soudain, le prince se pencha en avant, se sentant épuisé. Adlia se précipita vers lui avec inquiétude, lui demandant s'il allait bien, tandis que le prince pensait, choqué, comment il pouvait atteindre un tel état d'épuisement juste en formant un seul cœur de mana. Le prince la rassura en disant qu'il était juste un peu fatigué, alors elle se demanda comment il pouvait fournir tant d'efforts pour une humble personne comme elle, et il lui ordonna d'oublier cela et de partir. Mais elle resta debout, le regardant étrangement, et quand il lui demanda la raison de son regard, elle s'inclina devant lui, annonçant qu'elle le servirait avec toute sa loyauté pour le reste de sa vie. Le prince sourit et lui rappela qu'il est son maître, ce à quoi elle répondit avec enthousiasme. Mais il se dit qu'il craignait de pouvoir réellement oublier cette affaire. Adlia souligna qu'elle s'en souviendrait, et quelques jours plus tard, son chevalier, Car, lui parla d'une affaire concernant Bernardo Eli. Car expliqua que la garde royale détenait Bernardo comme témoin de l'incident récent et que des mesures avaient été prises pour empêcher quiconque de le rencontrer avant le procès. Le prince se demanda avec inquiétude s'il devait lui aussi assister à ce procès, mais Car le rassura en lui disant que les membres de la famille royale ne se présentent jamais à la barre des témoins. Le prince se sentit soulagé, mais fit la remarque qu'il exagérait en organisant un procès, tandis que Adlia polissait une coupe en argent à proximité. Le prince se tourna vers Adlia et lui demanda comment elle se sentait ces derniers temps, ce qui la laissa perplexe. Il expliqua qu'il s'informait sur son cœur de mana et s'il s'était stabilisé maintenant, et elle le lui confirma. À ce moment-là, il lui dit qu'à partir de ce jour, elle se joindrait à lui pour son entraînement et lui ordonna de se changer et de le retrouver sur le terrain d'entraînement. Puis il ajouta qu'elle devait mettre de côté le chiffon avec lequel elle nettoyait, car elle était maintenant devenue un chevalier. Sur le terrain d'entraînement, alors que le prince faisait des exercices d'échauffement, une voix l'interrompit en lui demandant ce qu'il faisait. C'était son oncle, qui lui expliqua qu'il ne parlait pas de lui, mais de cette fille, faisant référence à Adlia qui courait dans l'arène en armure.
Le prince lui demanda s'il n'avait pas entendu les rumeurs et lui dit qu'il faisait d'elle un chevalier, provoquant la colère de son oncle qui le gronda, lui demandant si les chevaliers ressemblaient à une blague à ses yeux. Le comte continua sa réprimande, dénonçant la manière dont il pouvait agir si imprudemment en un tel moment. Alors le prince explosa de colère, demandant la raison de son ingérence dans ses affaires. Il ajouta que s'il détestait tant la situation, pourquoi s'était-il même donné la peine de venir ici? Et à ce moment-là, Adlia arriva, haletante, annonçant qu'elle avait terminé les 10 tours. Adlia s'excusa auprès du prince en s'agenouillant, exprimant son regret d'être la cause de la querelle avec son oncle, mais il la rassura en lui disant que la situation n'appelait pas de regret, puis lui tendit une épée en bois. Avec un sourire confiant, il lui dit qu'aujourd'hui il lui apprendrait quelques postures de base d'escrime. Puis il fit la démonstration d'un mouvement d'épée puissant et rapide, entouré d'une aura bleue, lui expliquant qu'elle devait d'abord prendre la bonne posture, puis balancer l'épée de la même manière. Il lui demanda d'essayer par elle-même, alors Adlia saisit l'épée en bois tout en haletant d'épuisement et demanda avec hésitation si elle devait le faire comme ça. Et à ce moment-là, ses yeux brillèrent d'une étincelle verte. D'une manière incroyable, elle exécuta le mouvement avec une maîtrise parfaite, libérant une puissante aura bleue qui fit craquer le sol sous ses pieds, tandis que le comte regardait la scène, extrêmement choqué. Le prince était également stupéfait, n'arrivant pas à croire qu'elle ait réussi à maîtriser le mouvement juste en le regardant une seule fois. Alors Adlia lui demanda innocemment si sa posture était correcte, et il lui ordonna d'attendre un moment pendant qu'il essayait d'assimiler ce qui s'était passé. La terreur s'empara du prince à l'idée que s'il la négligeait un seul instant, elle le surpasserait inévitablement. Il se souvint que le trait de nature soumise qu'elle possède est la soumission au fort et non le respect du faible, et qu'il s'inquiétait déjà de l'effet de sa personnalité précédente qui l'avait tourmenté. Il craignait donc que si elle le surpassait, sa loyauté pourrait se retourner contre lui. Ses pensées furent interrompues par la voix de son oncle, qui commenta avec admiration l'ampleur du talent qu'elle possédait. Le prince attrapa immédiatement le bras de son oncle, lui demandant ce qu'il faisait, puis l'avertit de ne pas avoir la moindre pensée pour elle. Le comte sourit d'un air moqueur, se demandant ce qu'une personne comme le prince pourrait offrir à une fille avec un tel talent. Il continua son insulte, le décrivant comme un débutant qui n'avait pas tenu une épée depuis plus de quelques mois et lui affirmant qu'il ne pouvait pas gérer son immense potentiel. Le prince se dit que son vieil ami possédait assez de prestige pour faire reculer ce vaurien en tremblant immédiatement. Mais il reconnut qu'il n'était pas cet homme. Puis il se résolut que s'il ne pouvait pas la gérer, personne d'autre ne le pourrait, car il est le roi des géants, le dragon de lumière et celui qui a bu le sang d'innombrables êtres. Il est l'épée magique Grohorn. Et à ce moment-là, un message système apparut, annonçant la révélation d'une partie de son âme basée sur sa volonté. Une puissante aura rouge l'entoura, et il lança un regard brûlant vers son oncle et lui dit qu'elle lui appartenait. Puis il se tint devant son oncle et lui ordonna de ne pas la regarder et de ne même pas la convoiter. Il détestait vraiment que quelqu'un essaie de prendre ce qui lui appartenait. Soudain, il sentit son sens de la réalité commencer à s'estomper. Il fut submergé par une sensation de froid et d'obscurité, comme s'il se noyait dans les profondeurs d'un océan sans vie. Il se demanda si c'était un signe que son corps faible ne supporterait pas ce pouvoir. Il s'imagina tomber vers l'essence de son épée démoniaque, réalisant qu'à ce rythme, son âme serait dévorée par son épée démoniaque, Grohorn. Il sentit que c'était la fin et se vit debout au bord de l'abîme, devant un monstre de feu déchaîné emprisonné dans un monde intérieur. Mais il réussit à reprendre le contrôle et tendit la main vers un petit être émergent de ce chaos pour commencer à dompter son pouvoir latent. Alors qu'il reprenait conscience, son oncle lui dit qu'un chevalier ordinaire peut sauver la vie de 10 soldats. Mais d'une voix pleine d'enthousiasme, son oncle cria qu'un chevalier distingué peut sauver la vie de 100 soldats. Le comte poursuivit son discours avec enthousiasme, expliquant qu'une fille avec un tel talent pourrait sauver la vie d'un millier de soldats, voire plus, tandis que le prince l'observait en se demandant dans son cœur si c'était juste une conviction personnelle de son oncle ou une partie d'un plan plus vaste. C'était l'objectif suprême du commandant de la frontière nord, l'homme qui règne et défend le nord. Mais le prince interrompit froidement ses pensées en annonçant son refus catégorique de l'idée, ce qui piqua l'agacement du comte qui explosa de colère, affirmant qu'il pourrait sauver d'innombrables vies grâce à elle. Adlia intervint à ce moment, annonçant avec dignité et fermeté que son corps et son âme appartenaient déjà à son Altesse, le prince, et qu'elle ne pouvait obéir aux ordres du comte. Le comte resta silencieux, déconcerté, tandis qu'une fenêtre d'information apparut devant le prince, expliquant que la personnalité soumise d'Adlia la forçait à être loyale à l'être suprême, et le prince esquissa un léger sourire de victoire, réalisant que ses efforts n'avaient pas été vains. Puis il se tourna froidement vers son oncle et lui rappela que son objectif depuis le début était simplement de perdre du poids et demanda d'un ton moqueur si son oncle avait encore quelque chose à lui apprendre. Il lui donna un dernier avertissement, expliquant que s'il voulait continuer à visiter le palais, il ne devait plus se mêler de ses affaires. Le comte n'eut d'autre choix que d'obtempérer et hocha la tête, acceptant à contre-cœur. Malgré cela, le comte continua de visiter le palais pour observer l'entraînement d'Adlia de loin. Le prince éprouvait un plaisir particulier à voir la fierté de son oncle se briser peu à peu, réalisant qu'il ne pouvait rien faire tant qu'on l'empêchait d'interférer. Un jour, pendant que Adlia s'entraînait, son épée en bois se mit soudainement à briller d'une aura dorée, ce qui la surprit. Le comte et le prince furent tous deux choqués. Le comte comprit immédiatement la nature de ce phénomène,
tandis que le prince se demandait, incrédule, si elle avait déjà maîtrisé la résonance de l'épée. Le prince applaudit avec enthousiasme pour l'encourager, mais pensa en lui-même que sa vitesse d'apprentissage pourrait bientôt lui permettre de le surpasser, tandis que le bonheur se lisait sur le visage d'Eadlia. Son oncle s'approcha de lui pour lui demander si c'était lui qui lui avait aussi enseigné la technique du manahar, ce à quoi le prince répondit par l'affirmative, dénonçant son objection. Le comte explosa de colère, le réprimandant en demandant si ce n'était pas suffisant que lui seul ait appris des tours aussi mesquins. Le prince lui ordonna de partir immédiatement, mais le comte insista sur le fait qu'elle possédait un potentiel au-delà de l'imagination et que le prince avait tout gâché. Le prince ordonna à son chevalier Car de faire sortir son oncle, mais le comte annonça qu'il partirait de lui-même. Après son départ, Adlia demanda au prince avec inquiétude si les techniques qu'elle avait apprises n'étaient vraiment que des tours mesquins. Le prince le nia fermement, et quand elle lui demanda la raison pour laquelle le comte avait dit cela, il répondit calmement que son oncle ne connaissait tout simplement pas la vérité. À cette époque, tout le monde a complètement oublié la vérité et la puissance du manahar originel. Le prince ajouta que s'il n'avait pas oublié, il ne l'aurait pas abandonné comme une vieille chaussure usée. Puis il rassura Adlia en lui disant qu'elle découvrirait bientôt le véritable pouvoir du manahar. Après une période d'entraînement intensif, le prince affinait ses compétences sur le terrain d'entraînement, entouré d'une aura bleue. Son oncle revint, alors le prince commenta d'un ton moqueur qu'il pensait qu'il ne reviendrait jamais. Alors le comte le mit au défi de prouver sa valeur. Le comte annonça qu'il n'utiliserait qu'un seul anneau de mana et que si le prince parvenait à le faire reculer d'un demi-pas, il le reconnaîtrait. Le prince serra donc son épée en s'interrogeant sur les détails du pari. Le comte expliqua que si le prince gagnait, il exaucerait n'importe quel vœu, même s'il s'agissait de lui enseigner les secrets de combat de sa famille. Le prince eut un sourire rusé, annonçant que ce n'était pas ce qu'il voulait, mais qu'il s'en contenterait pour l'instant. Puis il se précipita de toutes ses forces vers son oncle, qui remarqua en lui-même que le prince avait visé son coup depuis le début. Il esquiva l'attaque avec brio, commentant que la lame du prince était toujours aussi féroce. Le prince continua son attaque avec un coup puissant et violent, le visage débordant de détermination et de défi. Les deux adversaires s'affrontèrent dans un choc violent, et le prince dirigea des attaques consécutives vers lui, mais l'autre parvint à les esquiver facilement. Tandis que le prince luttait pour rester ferme, son oncle le regarda avec un sourire arrogant, entouré d'une aura terrifiante, demandant d'un ton moqueur si c'était tout ce qu'il avait. D'un coup puissant, le comte parvint à maîtriser le prince, le repoussant. Son oncle lui demanda d'un ton moqueur s'il avait déjà abandonné, mais le prince se releva, refusant la défaite, reconnaissant dans son cœur que malgré l'agacement de son oncle, il y avait une vérité indéniable. Il reconnut l'immense force de son oncle et réalisa que celui-ci attendait intentionnellement qu'il puise son énergie mana pour lui infliger une défaite encore plus douloureuse et écrasante. Il savait qu'au niveau actuel du cœur de mana, la défaite était totalement inévitable, comme son oncle l'avait prévu, mais un sourire rusé se dessina sur son visage alors qu'il se demandait si c'était vraiment étrange. Ce regard suscita la perplexité du comte, et le prince commença son discours en se référant à des événements survenus il y a 400 ans. En ces temps anciens, les chevaliers qui utilisaient des cœurs de mana étaient capables de réaliser des exploits incroyables et de vaincre des monstres légendaires. Mais le prince dénonça amèrement comment, dès l'apparition d'une seule compétence un tant soit peu utile, les techniques de ces grands chevaliers furent traitées comme de la camelote sans valeur. Tout le monde croit maintenant que la technique de la chaîne de mana est une méthode de gestion de l'énergie bien plus puissante que le cœur de mana. Quand son oncle l'interrogea sur le sens de son discours, le prince annonça clairement qu'il était en total désaccord avec cette opinion. Il expliqua que la faiblesse ne résidait pas dans le cœur de mana lui-même, mais dans son propriétaire, soulignant que tous les cœurs de mana n'étaient pas au même niveau. Puis il adressa une question directe à son oncle avec un sourire confiant, lui demandant s'il avait déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'épopée martiale héroïque. Le comte rejeta la question avec dédain, considérant que le champ de bataille n'était pas un endroit pour parler de chansons ennuyeuses, alors le prince sourit, réalisant qu'il s'attendait à cette réponse. Le prince pensa qu'il était naturel que ce soit sa réponse, car c'était lui qui avait décrit le manahar comme une technique mesquine de mercenaires. Alors son oncle l'interrompit avec agacement, lui ordonnant d'arrêter de jacasser. Son oncle lui demanda s'il avait besoin de plus de temps pour reprendre son souffle, mais le prince répondit par un refus catégorique, ses yeux brillant d'une lueur bleue. Le prince commença à chanter un puissant sortilège, soulignant que le chemin emprunté par un chevalier devient un accomplissement et que sans victoire sont sa fierté et sa force. Le comte fut frappé d'étonnement tandis qu'un message système apparut, expliquant que le chant de 100 victoires contre 20 apprentis avait été gravé comme un accomplissement dans son cœur. Un autre message annonça que cet accomplissement gravé s'était transformé en une épopée martiale héroïque créée. Ce pouvoir s'installa dans l'arme du prince, et un message système annonça la création d'une épopée martiale héroïque de rang normal sous le nom d'épopée des duels. Ses yeux brillant puissamment, la fenêtre système annonça l'activation de l'effet de l'épopée des duels, un simple accomplissement qu'il avait bâti au cours des 6 derniers mois. Le prince annonça, entouré d'une dense aura bleue, que c'était là le véritable pouvoir du manahar, l'épopée martiale héroïque. Malgré l'activation de son pouvoir, le comte croyait toujours que le résultat ne changerait pas. Tant que le prince possédait un cœur de mana, il ne pourrait jamais vaincre la chaîne de mana. En effet, lors du choc,
l'énergie de la chaîne de mana fit refluer l'énergie du cœur de mana, causant de la douleur au prince. Le comte remarqua que le prince était doué pour supporter la douleur sans se plaindre, mais le prince continua de se battre avec force. Cependant, pour obtenir cette épopée, le prince avait combattu plus de 100 matchs et reçu l'énergie de la chaîne inversée plus de 1000 fois. C'était un pouvoir spécifiquement conçu pour affronter les chevaliers de la chaîne. Pendant 100 matchs, il a subi un millier de vagues de douleur et de force inversée, et il déchaîne maintenant ce pouvoir. Le prince libéra toute sa puissance, annonçant que c'était le pouvoir de l'âme souillée par la douleur, tandis que son aura s'enflammait avec une force sans précédent. Le comte commenta que l'apparence du prince était maintenant quelque peu convenable, tandis que ce dernier se préparait à attaquer, son épée brillant d'une puissante aura bleue. Les deux épées s'entrechoquèrent violemment, mais le comte para l'attaque facilement et lui demanda d'un ton moqueur si c'était tout ce qu'il avait dans son sac. Le choc violent continua alors que le prince montrait une nette supériorité et force, forçant le comte à reculer sous le poids des coups. Malgré sa supériorité, il réalisa que le comte avait tenu étonnamment longtemps. Le prince se tenait là, haletant tout en retrouvant son équilibre, puis rappela à son oncle ce qu'il avait dit plus tôt. Il lui dit que les cœurs de mana n'étaient pas tous similaires, ce à quoi le comte répondit en le qualifiant d'arrogant. Le comte reprit son attaque avec férocité, forçant le prince à adopter une posture purement défensive. La force du choc provoqua une énorme explosion d'énergie. Le comte se tenait au milieu de la fumée montante, annonçant la fin de ses jeux et louant la ténacité du prince, qui avait été suffisante et excellente jusqu'à ce moment. Il ajouta qu'il le louerait pendant que le prince était à genoux, réalisant dans son cœur qu'une épopée martiale de rang normal n'était pas du tout suffisante. Puis il continua à parler du passé, expliquant que les chevaliers des temps anciens, il y a 400 ans, avaient commis une erreur fatale, ils n'avaient laissé aucun ennemi à affronter pour leurs descendants après avoir éliminé toutes les menaces. Au départ, ils transmirent tout tel quel, des techniques d'épée aussi battements de cœur et aux brillantes épopées martiales héroïques. Mais le temps efface les plus grands accomplissements et les fait oublier au fil du temps. Ainsi, les chansons sur des dragons qu'ils n'ont jamais vus et sur un roi des géants dont ils n'ont jamais entendu parler sont devenues de simples légendes ridicules auxquelles aucun esprit ne croit. Bien sûr, de nouvelles épopées martiales héroïques furent créées, mais elles étaient au mieux basées sur des exploits comme vaincre 10 chevaliers ou surpasser 100 soldats. C'étaient des épopées héroïques basées sur des humains combattant des humains et avec des ennemis qui ne pouvaient devenir ni des légendes ni des héros. Personne ne fut capable de surmonter le nouveau mystère. Le prince expliqua qu'avec la technique de la chaîne de mana, on ne peut jamais atteindre la transcendance ou franchir les limites. Son oncle se moqua de lui, se demandant s'il avait bu du vin en plein jour, exprimant son incompréhension de ce qu'il disait depuis un moment. Le prince le regarda avec dédain, le décrivant lui et lui-même comme un chevalier arrogant et insensé. Il annonça que tout le monde devait connaître l'ampleur de la grande chose qu'il avait perdue, et que s'il ne le savait pas, il se chargerait de leur apprendre. Il leur apprendra comment fendre les écailles de dragon qu'aucune épée précieuse ne pouvait percer et comment boire de ce sang chaud. Et tandis qu'il récitait l'épopée du pourfendeur de dragon, un message système apparut devant lui. Le message l'avertissait que ses capacités actuelles ne pouvaient supporter le fardeau de l'épopée, et son corps commença à saigner sous l'immense pression. Par conséquent, plusieurs parties de l'épopée furent supprimées afin qu'il ne puisse chanter qu'un seul couplet, la moitié de ce que l'épopée complète aurait dû être. Puis il déchaîna ce pouvoir limité en récitant d'une voix pleine de détermination, « Fendez les écailles du dragon ». Les deux épées s'entrechoquèrent dans une explosion massive d'énergie rouge et bleue, et le comte se demanda, choqué, quelle était la nature de ce pouvoir. Il sentit son énergie être complètement dévorée et réalisa qu'à ce rythme, il serait englouti, et la scène se termina par une explosion d'énergie massive qui détruisit une partie du terrain d'entraînement. Une fois la poussière de l'explosion dissipée, le prince tomba lourdement au sol, poussant ses gardes à crier son nom avec terreur, tandis que le comte se tenait au milieu de la fumée. Le prince se releva face à son oncle, lui rappelant sa promesse de n'utiliser qu'un seul anneau de mana. Le comte avait déchaîné ses 4 anneaux, et pourtant il n'avait pu empêcher son épée de bois de se fendre en deux. Le prince se tenait victorieux, soulignant la vérité qui était censée être absolue, à savoir que l'énergie dure est inférieure à l'énergie de la chaîne. Puis il annonça clairement que le comte Bill Ballardar avait perdu le match. Le prince sentit une puissance sombre et déchaînée en lui, tandis qu'une voix intérieure le suppliait de s'arrêter, rejetant cette voix. Mais il était trop tard, alors il s'effondra sur le lit de sa chambre, se tenant la poitrine dans une douleur intense.